Bonjour à tous, merci d'être là à l'heure. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de FrenchMorning.com et bodyfrançais.ca. Je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité puisque je vois que on a beaucoup de gens qui se connectent tous les jours, presque pratiquement tous les jours et toutes les semaines. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager les invitations avec vos amis, votre famille, peut-être vos voisins francophones par email ou social media. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore abonnés à notre newsletter. Vous êtes plus de 500 à vous être inscrits sur le webinaire aujourd'hui, donc vous remarquerez que naturellement, tous vos micros et webcams sont coupés afin qu'on puisse tous écouter calmement notre expert. Ce webinaire va durer environ 1 heure et quart, avec 45 minutes de présentation et 15 à 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions directement en commentaire, puisqu'on est aussi sur le Facebook Live de French Morning et de Maudit Français. Ou par Zoom, ça se trouve à peu près là. Donc, vous pouvez poser par écrit. Le mieux, ce sera à la fin de la présentation de poser aussi vos questions à l'oral, puisqu'on a envie de vous entendre. Ça donne une interaction plus sympathique. Et donc, votre micro va s'activer. Je vous rassure, votre webcam ne s'activera pas. Et je cacherai votre nom de famille avant que vous parliez, pour que vous puissiez poser toutes vos questions en toute discrétion. On en revient au sujet du jour d'aujourd'hui, réussir son investissement locatif en France depuis l'étranger. Pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre expert Manuel Ravier. Il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 2012. À titre personnel, il est investisseur et propriétaire de plus de 60 lots, immeubles, appartements, bureaux, valeur estimée à plus de 12 millions d'euros. Il est conférencier et intervient régulièrement pour partager son expérience du marché immobilier français et transmettre les bonnes pratiques à appliquer dans les domaines du financement et de la fiscalité. En 2014, il a créé la société investissementlocatif.com. La société a fait investir plus de 100 millions d'euros dans l'immobilier en France et compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs. J'espère que vous avez tous prévu une feuille de papier et un stylo, puisqu'on va encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, je pense. Manuel, je te laisse démarrer ta présentation. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Alors, je vais juste reprendre. Donc, qui suis-je pour vous dire un petit peu pourquoi je vous parle aujourd'hui d'immobilier. Donc, on va dire que j'ai deux aspects. Le premier, c'est que je suis moi-même investisseur. Eh bien, ce qui me permet de comprendre les problématiques des investisseurs. J'ai commencé ma carrière tout de suite après mes études en 2012 avec un associé, Michael Zonta. On a investi donc sur la partie perso. On est investisseur en direct et à travers aussi des sociétés. On a des montages un peu complexes, donc on pourra en parler si certains se posent des questions. Mais on a un patrimoine d'environ 15 millions d'euros en partant de zéro. On est parti avec 5 000 euros en poche. On ne vient pas spécialement d'un milieu aisé. Et tout ça, bien sûr, avec de la dette en utilisant, parce que je vais vous apprendre aussi dans cette présentation. Donc, on va voir ça. J'ai une vraie expertise à la fois personnelle, mais aussi professionnelle, puisque j'ai la chance d'être à la tête avec Michael Zonta, mon associé, d'une société où on est une centaine de collaborateurs et des gens très talentueux répartis dans une quinzaine de grandes villes en France. Donc, c'est Paris, la région parisienne, Lille. On a des bureaux dans plusieurs villes de France et où on a la chance d'avoir surtout la confiance de beaucoup de clients, puisque en 2019, en 2019, on a fait investir dans environ 500 projets des clients. Quand je dis projet, ça va de l'appartement à l'immeuble de rapport entier avec, par exemple, 10 lots. Donc, ça représente plus de 500 logements qu'on a rénovés. Je vais vous expliquer ça. Toujours dans l'ancien. Ce qui est important, on va parler beaucoup d'immobilier ancien avec rénovation. Je vais vous dire pourquoi. On a une vingtaine d'implantations régionales. Donc, ce qui m'intéresse, moi, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est de vous parler, c'est de vous présenter un peu ce qu'on fait chez Investissement Locatif, mais pas que. Ceux qui me connaissent peut-être savent qu'on a une chaîne YouTube où on a énormément de gens qui nous suivent. On a à peu près 40 000 abonnés et qu'on a le plaisir de donner beaucoup de contenu gratuit. Pour deux raisons. On n'est pas philanthrope à 100% parce qu'on sait qu'en donnant du contenu gratuit, on prouve notre expertise, que ça peut intéresser des gens. Mais on sait aussi, et on a aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir des gens qui sont peut-être pas clients, qui n'ont peut-être pas l'envie ni les moyens d'être clients, mais qui vont se lancer par eux-mêmes. Et si on peut les aider à aller dans les bonnes directions, c'est un vrai plaisir. C'est pas que des mots et on adore partager sur le sujet. Donc, merci Romain pour l'invitation. Je suis super content d'être avec vous. Et on a énormément de clients qui sont non résidents depuis le début, ce qui fait qu'on est partenaire de French Morning depuis 5 ans, je pense à peu près, Romain. Ça fait pas mal d'années, ouais. Et c'est un plaisir.
Voilà, donc pourquoi l'immobilier déjà? Pourquoi l'immobilier? Parce que je pense que vous le savez, c'est un fabuleux moyen d'enrichissement. On va voir ça, mais pour deux raisons principales. En un, eh bien, c'est que la valeur de l'immobilier a tendance à monter, comme vous le voyez dans la courbe. Globalement, bon, il y a toujours des petits scénarios légèrement baissiers, c'est pas linéaire, mais sur la durée, l'immobilier augmente toujours. Ça protège, on le dit, de l'inflation. Et d'autre part, parce que grâce aux loyers, si on réintègre les loyers en plus de l'évolution des prix de l'immobilier, donc c'est la courbe qui est ici, on a une courbe qui devient exponentielle, on va en parler aujourd'hui. Et donc, c'est un support d'investissement qui est très apprécié des Français, ou d'ailleurs aussi également à l'étranger, mais encore plus des Français. Donc, j'ai fait un petit comparatif juste pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, loin de moi l'idée de critiquer la bourse. En plus, il y a peut-être de super opérations en ce moment en bourse. Il y a peut-être des gens ici qui font beaucoup de bourse et qui sont très talentueux. Je veux juste vous parler bourse versus immobilier sur un aspect. C'est que si on regarde ici, si mettons que vous ayez 60 000 euros de capital que vous souhaitez engager, si vous les mettez en bourse, vous achetez pour 60 000 euros d'actions, vous avez 60 000 euros investis ici. Mettons que vous soyez très bon en bourse et que donc vous arriviez à avoir un rendement brut de 6%. Voilà, 60 000 euros investis, ça fait 3 600 euros de dividendes qui sont imposés avec la flat tax. En France, vous devez le savoir, la flat tax, c'est 30% d'impôt. Donc, on enlève encore 30% à ces 6% de rendement. On finit un rendement de 4,2%, ce qui déjà est très bien hein, et beaucoup mieux qu'un livret A ou que beaucoup de placements de trésorerie aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'immobilier, et même pour les non-résidents, et c'est vraiment moi mon leitmotiv, ce qui m'a motivé, c'est qu'on peut investir avec ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. Alors, vous le savez probablement, mais pour les non-résidents, j'ai pris un exemple d'un apport assez important, parce qu'on va en parler après dans la partie financement. Mais l'apport est nécessaire pour les non-résidents pour que les banques françaises, donc elles acceptent de vous prêter pour investir en France, mais elles vont vous demander de mobiliser un certain apport, soit sous la forme d'un apport direct, soit sous la forme éventuellement de fonds qui ne sont pas injectés, mais qui sont nantis sur des supports. Bon, on pourra en parler après. Donc, dans l'exemple d'un investissement où je mobilise toujours mon apport de 60 000 euros, donc équivalent à ce que j'aurais mis en bourse, eh ben, je peux lever de la dette, donc par exemple 140 000 euros d'emprunt, et donc je joue, enfin c'est pas un jeu, mais j'aime bien dire ça, j'investis 200 000, je joue avec 200 000, et c'est souvent ce que les gens oublient, c'est que quand on parle d'un rendement, par exemple dans l'immobilier de 6%, c'est sous-entendu 6% du total, donc y compris de l'argent qu'on vous a prêté qui n'était pas à vous, ce qui n'est pas possible, enfin il y a des effets de levier en bourse, mais c'est encore différent, ce qui fait qu'en réalité, 6% de 200 000, ça vous génère 12 000 euros de loyer annuel, par exemple, dans mon exemple, donc 1 000 euros par mois. On enlève, il y a des charges, des faux frais d'entretien, on en parlera ce soir. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le soir partout, Romain, mais on va en parler en tout cas aujourd'hui. Ça nous fait un rendement net, dans les deux cas, grâce à l'effet de levier, donc un rendement sur l'argent investi. Donc 10 000 euros sur un apport de 60 000, ça fait 16,6%. C'est cet effet de levier magique, et j'ai envie de dire, moins vous mettez d'apport, plus l'effet de levier est fort, qui m'a permis, moi, en partant de zéro, et qui a permis à plein de gens, y compris des gens qui ont la chance d'avoir du capital, hein, d'investir énormément d'argent. Tout à l'heure, j'étais encore avec une cliente qui est financière, qui a un très gros poste dans une banque et qui a beaucoup de fonds liquides et disponibles, mais qui, bien entendu, utilise aussi son effet de levier parce qu'elle a bien compris que son argent, elle pouvait l'investir éventuellement ailleurs, en bourse, etc., nantir des titres et apporter le minimum pour que le projet soit possible. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir un effet de levier fort avec, en plus, et on va le voir aussi ce soir, hein, je vais vous parler de tous les sujets qui fâchent, le financement, comment on se finance quand on est non-résident, la fiscalité. Ici, avec une fiscalité optimisée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fiscalité à 0 euros. Et c'est possible en France. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais vous le montrer pendant, en tout cas, de nombreuses années. Alors, il y a un moment, vous allez payer de l'impôt. Je vous rassure, l'État ne vous oublie pas. Mais on va voir comment ça peut se passer. Donc là, on voit en un coup d'œil le comparatif avec un effet de levier où on avait mobilisé 30% d'apport, dans mon exemple sur le projet immobilier. Tout de suite, on voit que l'argent ne travaille pas au même rythme, sans compter que l'immobilier est aussi un support, je pense, qui est intéressant parce qu'on peut viser même une plus-value. Là, c'est sans compter la plus-value. C'est si on revend au même prix. Sinon, effectivement, on réintégrerait la plus-value. Votre appartement que vous avez acheté 200 000 euros, on a beaucoup de clients non résidents, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, qui ont acheté il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans à Paris avec nous. Si vous avez acheté à 200 000 euros, ça vaut peut-être déjà 250, voire 300. Ça va dépendre de l'opération, mais les prix augmentent globalement dans l'immobilier. Donc, pourquoi investir dans l'immobilier quand on est non-résident et pourquoi éventuellement en France? Parce qu'on peut prévoir, nous c'est ce qu'on voit chez nos clients, peut-être un retour en France. La préparation d'une retraite, ça va dépendre des pays d'expatriation, pas toujours de retraite. Avoir éventuellement des revenus complémentaires passifs,
parfois aussi, on ne l'a pas mis, mais c'est loger un enfant qui va être étudiant. On se dit, s'il fait ses études en France d'ici 10 ans, 15 ans, il aura déjà un 25 mètres carrés, par exemple à Paris ou à Lyon ou dans votre ville d'origine. Voilà, donc on a des scénarios de vie. Et après, on a aussi des gens qui souhaitent avoir des démarches, on va en parler aussi ce soir, des rendements qui sont possibles et atteignables, plus agressives et qui se disent, moi, ce que je veux, c'est avoir le rendement maximum de manière à avoir des revenus complémentaires beaucoup plus rapidement. Et ça, on va en parler aussi. Est-ce que c'est clair, Romain Oui, c'est très clair. Je te confirme qu'on a des gens qui sont en Californie, donc il est 9 heures du matin. On a des gens à Montréal, New York, Miami. On a des gens un petit peu partout dans le monde. Si vous êtes sur le Facebook Live, vous pouvez mettre en commentaire de quelle ville vous nous regardez. On a des gens à Londres, on a des gens vraiment partout, on a des gens à Paris. Voilà. Donc, mais je te laisse. Alors nous, c'est vrai que moi j'ai l'habitude quand je fais des lives, et on en fait pas mal sur la chaîne, de voir en fait le chat. Donc c'est un peu troublant de ne pas voir et de ne pas pouvoir avoir vos feedbacks directs pour voir parfois des questions, des choses comme ça. C'est un peu bizarre comme format pour moi. Tu as le Q&A. Tu as le Q&A. Je pense que tu vois les questions du Q&A sur Zoom. Là, je vois rien du tout, mais je vais essayer de voir si je peux le… Ah oui, ça y est, ok. Ouais. On a quelques petits feedbacks, mais on va dans les feedbacks. Il y a le feedback de Loïc et les intérêts de l'emprunt. Voilà, il ne faut pas oublier. Vincent qui dit aussi… On va en parler. N'oubliez pas les intérêts de l'emprunt. Mais je pense que tous ces petits feedbacks, tu vas les couvrir dans les prochains slides et on prendra des gens en live tout à l'heure. Ouais, n'hésite pas si tu as des interactions à me les faire remonter parce qu'en fait, j'arrive pas à afficher les… Bon, c'est pas grave. Alors là, je vais vous parler du financement. Alors souvent, nous, quand on parle avec des clients qui sont soit en France, soit non résidents, et encore plus pour les non résidents, la première question, c'est est-ce que depuis mon pays d'expatriation, ça va être compliqué? Est-ce que je vais pouvoir emprunter pour investir en France? Quel apport on va me demander? Quel taux? Et ça peut peut-être répondre à la question. Parce qu'on le voit selon les pays, les taux peuvent varier énormément. Moi, j'ai des amis qui sont expatriés et des clients d'ailleurs aussi à l'île Maurice, par exemple. Si tu fais un prêt à l'île Maurice pour investir à l'île Maurice, les taux sont beaucoup plus élevés qu'en France. Ils peuvent être à 6-8%. Donc, on a des pays avec des taux différents. Là, je prends un extrême. En France, on a la chance, et c'est un des atouts, selon moi, de la France, d'avoir des taux qui sont très bas. Alors, pour vous donner un exemple sur un Français résident en France, enfin, qu'on soit français ou pas, ça ne change rien. D'ailleurs, pour un résident fiscal français, moi, j'ai acheté un bien fin d'année dernière que j'ai financé avec un taux à 0,80 sur 20 ans. Donc, moi, je suis français résident, enfin, je suis résident fiscal ici. Donc, j'ai eu 0,8 sur 20 ans. Souvent, ce qu'on constate pour les non-résidents, c'est qu'il faut rajouter un coef de 0,5% en moyenne. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, un non-résident avec un bon dossier, j'ai un très bon dossier aussi, même si j'ai beaucoup de dettes, mais aurait pu potentiellement avoir le même prêt avec un taux de 1,20 à 1,40%, ce qui reste très intéressant sur une durée de 20 ans. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler avec la crise, plein de gens disent les taux flambent, etc. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les pays où vous vivez. En France, c'est un sujet. Les taux ont légèrement augmenté. Il n'y a rien de dramatique à ce stade. Et ils ont pris 0,2 à 0,3 en moyenne. Ce qui veut dire que quand j'étais à 0,8, je reprends mon exemple, aujourd'hui, on me propose un taux autour de 1% et 1,05. Voilà. Pour un résident, aujourd'hui sur 20 ans, ça va être 1,5, 1,7. Voilà l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur que vous devez retenir. Pour un non-résident. Pour un non-résident. Pour un non-résident, là, je parle. Voilà. Après, ça va dépendre des banques. Il y en a qui sont plus agressives. On va en parler parce qu'il y en a qui ont plus d'appétence que d'autres. Mais voilà l'ordre de grandeur. Et oui, vous pouvez emprunter en tant que non-résident. Si vous êtes US personne, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas se mentir. Mais on a des gens qui sont capables, et d'ailleurs des partenaires, j'imagine aussi de French Morning, qui sont spécialisés dessus, sur les non-résidents et sur les US personnes, et qui sont capables de monter des dossiers aujourd'hui. J'ai des clients qui sont à New York, qui sont en Californie, qui sont partout, qui investissent avec nous en France. Donc ça, je vous rassure, c'est possible. Après, bon, c'est un peu plus complexe parce que forcément, pour la banque, c'est un dossier qui n'est pas classique. Dès qu'on sort de la ligne la plus classique, avec les banques, ça se complique un petit peu, mais ça se fait. Et si on peut aider, on le fait. Si on peut donner des contacts, on en donne. Voilà, donc il y a des solutions. Alors, le crédit, je vais juste faire une petite généralité sur le crédit. C'est hyper important parce que moi, j'ai eu une éducation, sans raconter ma vie, mais j'aime bien recontextualiser, avec des parents qui avaient emprunté en 1986 pour construire une maison en province. Ils avaient emprunté à 12%. 12% de taux. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule, mais c'était pourtant le taux à l'époque. C'est une réalité. En 86, ils ont construit la maison. Donc, à l'époque, pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est qu'à l'époque, il y avait une mentalité
des parents. Et moi, c'est ce qu'on m'a transmis. On m'a dit, Emmanuel, le crédit, c'est mal. J'ai été éduqué comme ça. Donc, le crédit conso, c'était mal. Ma mère, en plus, était assistante sociale, elle voyait des dossiers de surendettement. Voilà. Et donc, on a parfois cette idée-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre ça, parce que quand on emprunte des immobiliers, même si on a des fonds, il y a une bonne logique à faire de la dette pour de l'immobilier, pour acheter un actif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a aussi un vrai intérêt en tant qu'investisseur à prendre des durées relativement longues, voire les plus longues possibles. Et je vais répondre du coup à la question qui était posée sur le chat, même si on paye des taux d'intérêt bancaires. Pourquoi? Parce que déjà, ces intérêts d'emprunt, ils sont déductibles en charge. On va en parler après de la fiscalité. Si vous investissez en direct, par exemple, en meublé, on va en parler beaucoup ce soir ou ce matin, mais si vous investissez par exemple en meublé, les intérêts au réel vont passer en charge, donc pas le crédit total, mais les intérêts d'emprunt, donc ça va vous coûter moins que ce que vous payez à la banque, ça c'est un point. Mais surtout, en étalant votre dette, vous avez des mensualités plus basses, et en ayant des mensualités plus basses, bah, c'est plus facile de potentiellement faire d'autres projets. Parce que je vous garantis que quand vous aurez fait, bah, c'est ce qu'on constate nous avec nos clients, quand ils font un projet, ça tourne. Donc d'abord, ils essayent, donc proof of concept, comme on dit. Donc ils essayent le projet, et quand ils touchent leur loyer, ils se disent, bah, en fait, ça marche, quoi. Et que vous soyez résident ou pas, c'est pareil, hein, que vous passiez avec nous ou pas, d'ailleurs, hein, même si vous faites de l'immobilier tout seul, je vous garantis que vous allez avoir envie, en tout cas dans la plupart des cas, d'en faire un second, puis un autre. Plus vous faites une durée courte, plus vous allez avoir des mensualités élevées, et plus ça va bloquer votre capacité d'endettement pour le futur. Ça, c'est un premier point. Donc, en un, on voit le mauvais crédit ici. Le mauvais crédit, ce n'est pas un jugement de valeur, mais le mauvais crédit est à éviter si possible, parce que quand on achète potentiellement des biens qui vont s'user à crédit, bah là, oui, ça va bloquer votre capacité d'endettement et vous achetez un passif, ce qu'on appelle un passif en opposition avec un actif. Alors que si vous faites un bon crédit, sous-entendu pour acheter par exemple de l'immobilier, qui va être rentable, il faut acheter du bon immobilier, si vous faites une mauvaise affaire, c'est encore autre chose, bah, ça va vous permettre de développer votre patrimoine avec l'argent de la banque, avec l'apport que vous mobilisez et l'argent de la banque. Et je vais vous montrer après, donc restez bien, des cas d'école, des cas réels de clients avec des opérations, etc. Et vous allez voir un petit peu les chiffres et ce que ça donne. Et je pense que ça va être plus parlant. Donc, en un, encore une fois, ce soir ou ce matin, je ne suis pas là pour vous dire prenez absolument la formule investissement locatif. Il y a des gens qui peuvent vouloir faire les choses tout seuls, qui ont peut-être de la famille en France, etc. Moi, si je peux faire la promo de l'immobilier, d'investissement immobilier, réellement, c'est ma passion. Donc, voilà, je vous donne les conseils, pas forcément avec notre société là sur cet aspect-là, mais globalement, quand vous investissez en période de taux bas, ce n'est pas valable à 12%, mais en période de taux bas, la logique, c'est d'étaler au maximum. D'étaler au maximum, sans rentrer dans des durées qu'on a pu voir en France en fin d'année dernière. Maintenant, c'est devenu compliqué. Il y a des gens qui empruntaient sur 30-35 ans. Ça, je ne le conseille pas, parce qu'on voit qu'à partir d'une certaine durée, les coûts explosent parce que les taux explosaient et que vous aviez le taux sur toute la durée. Donc, vous payez 2 fois plus cher en intérêt. Mais les bonnes durées, ça va être 15, 20, 25 ans. Et pour du locatif, en étant non résident, ça va être plutôt 15, 20 ans. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Comment se financer? Alors, il y a des banques qui ne prêtent pas ou qui prêtent difficilement aux non-résidents. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais attends, c'est pas vrai. Moi, je suis à la Banque Postale, au Crédit du Nord, et j'ai déjà eu un prêt. Je vous donne des généralités. Globalement, les banques plus compliquées avec les non-résidents ou qui carrément disent non, ça va être ces banques-là, la Banque Postale, Crédit du Nord, la Banque Postale qui d'ailleurs, avec ce qui s'est passé, parce que ce qu'il faut comprendre, juste une petite digression, fin 2019, on a une autorité financière, le Haut Conseil à la sécurité, enfin à la stabilité financière, donc le Haut Conseil à la stabilité financière, qui est une émanation d'État français, s'est prononcé pour dire attention, les Français investissent beaucoup dans l'immobilier, ils font beaucoup de crédits immobiliers, il y a peut-être une surchauffe du crédit. Donc c'était même pas le sujet des prix immobiliers, mais du crédit. Et donc, ils ont resserré légèrement les vannes sur 2 critères principaux. En un, c'est les durées, parce qu'on voyait des banques qui commençaient à faire n'importe quoi, des durées sur 30, 35 ans pour du locatif. Donc, elles ont dit attention, là, ça devient dangereux. Et aussi sur l'apport, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du sans apport. Et là, les banques se sont dit est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'on rentre dans un système, enfin dans quelque chose de dangereux pour les banques, avec des gens qui empruntent beaucoup plus que la valeur du bien, et en cas de défaut, on ne puisse pas récupérer notre mise. Donc, elles ont resserré un peu elles ont resserré les conditions, et notamment la Banque Postale, qui en 2019 était très engagée avec les investisseurs, a arrêté quasiment le financement aux investisseurs. En tout cas, elle a refermé les vannes. On voit donc que ce qui est important de retenir, c'est que certaines banques ont plus d'appétence, on les a mis ici, mais ça change tout le temps. Et ça, c'est hyper important. Mais que vous soyez résident ou non résident, un jour, le LCL a envie de prêter, je prends un exemple, et un mois après,
ils ont des nouvelles directives parce qu'ils ont fait beaucoup de prêts immobiliers. Ils disent finalement, on ferme les vannes, on se concentre sur autre chose. Donc voilà, ça bouge tout le temps, d'où l'intérêt soit d'avoir des contacts. Nous, on peut vous en donner en direct avec des banques parce qu'on est au contact permanent, j'ai envie de dire, des banquiers. On a toujours des clients qui font des projets, on leur demande comment ça se passe. Soit de passer par des courtiers spécialisés. Et j'imagine que French Morning a peut-être des partenariats. Nous, on peut en recommander aussi. Voilà. N'hésitez pas à contacter Manuel ou moi sur des contacts de courtiers. On en a pas mal pour tout type de résident, que ce soit États-Unis, Canada, Angleterre ou ailleurs. En sachant que le plus compliqué quand même sur le financement, mais encore une fois, ça se fait. Mais si je devais dire, le plus compliqué, ça reste le côté US personne, parce qu'il y a des contraintes que vous connaissez si vous habitez aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a énormément de clients à Londres, mais on a toujours eu beaucoup à Londres. Ça s'est un petit peu compliqué sur une phase de flottement avec ce qui s'est passé sur le Brexit, mais assez vite, ils ont repris. Donc ça fonctionne à nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, là, je vous avais mis une petite slide sur les taux. À la fin, je vous permettrai de télécharger aussi les slides parce qu'il y a pas mal d'infos pour y récupérer. Donc, les taux d'assurance, ça va dépendre plus de la situation de la personne qui n'a rien à voir avec le fait d'être résident ou non résident. Effectivement, ça dépend de l'état de santé, de l'âge, etc. Vous le savez. Petit aparté, petite astuce, sur les taux d'assurance en France, on a la chance de pouvoir changer d'assurance depuis quelques années. Il y a eu plusieurs lois qui ont flexibilisé le changement d'assurance emprunteur. Et il faut savoir que souvent on oublie, mais les investisseurs, et j'ai commencé comme ça, se concentrent sur le taux uniquement, alors qu'en fait, le taux d'assurance peut tout changer. C'est-à-dire que moi, pour vous donner un exemple, encore une fois perso, au tout début, j'avais signé mon tout premier prêt avec le LCL. Je m'étais battu sur le taux, là on parle d'il y a 5 ans, et j'avais un taux d'assurance qui était très mauvais. Et je m'en étais pas rendu compte parce que quand on n'a pas l'habitude, on se bat sur le taux. Donc ça, c'est la chose. Et en fait, quand j'ai fait racheter après par BNP ce prêt-là, le taux d'assurance a été divisé par 3. Par 3, et c'était incroyable. Et instantanément, ça m'a fait réaliser une économie, je pense, sur le montant de 15 000 euros, je crois, de cotisation d'assurance cumulée sur la durée. Donc, c'est considérable. Donc, on peut faire des choses. Des courtiers peuvent vous le faire. Vous pouvez même le faire en ligne sur Merto et on peut changer tous les ans pour courter son assurance. Donc, ça, gardez-le en tête, même pour vos biens que vous avez déjà en crédit. Ça peut vous permettre de gagner plusieurs milliers d'euros juste avec ce petit conseil. Voilà, j'ai pas d'affiliation dessus, mais moi, je l'ai même fait avec meilleurtaux.com, qui est assez performant là-dessus. Sur le crédit, c'est autre chose, mais sur le changement d'assurance emprunteur, c'est une astuce que je vous donne. En quelques minutes, vous pouvez gagner parfois des milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est important. L'apport, on en parle beaucoup, nous, chez Investissement Locatif, parce qu'on ne vend pas de rêve. On ne va pas vous dire, vous n'avez pas d'argent à mobiliser, on va vous faire un truc sans apport, etc. On sait que ce n'est pas réaliste. Les banques, oui, vont vous demander de l'apport. Si vous êtes non-résident, elles vont vous demander 25 à 30 % d'apport. C'est plutôt de l'opération totale, pas vraiment du prix du bien. C'est-à-dire, chez nous, on fait achat, notaire, travaux, ameublement et honoraires, bien sûr, investissement locatif. Donc, on vous demande 25 à 30 % du total. Voilà, on pourra le voir après. Alors, si on prend un petit exemple financier, on continue puisqu'on était parti sur une enveloppe de 200 000 euros tout à l'heure avec 60 000 d'apport. Donc, les chiffres, ça donne quoi globalement? Donc, montant total investi. Donc, là-dedans, il y a quoi? Il y a achat du bien, il y a frais de notaire, donc 8 %, c'est les frais de notaire. Donc, il y a achat du bien, frais de notaire, travaux de rénovation, parce que nous, on fait systématiquement quasiment des travaux pour optimiser au maximum le bien, ameublement, décoration, qu'est-ce que j'oublie? Nos honoraires également. Et donc, on finit avec une enveloppe totale de chaque euro dépensé de 200 000 euros. Voilà, donc 200 000 euros. On a un apport de 60 000, donc ça veut dire qu'on finance concrètement 140 000 euros. Si on est sur un rendement de 6 %, donc ça donne 1 000 euros de loyer perçu par mois. Donc ça, c'est le loyer brut. On a une mensualité de crédit de 706 euros. Donc avec 140 000 euros empruntés sur 20 ans, ça donne 700 euros pour que vous ayez un ordre d'idée de mensualité. On a donc un cash flow, mais attention, je mets beaucoup de guillemets, on a un cash flow de 300 euros sur cette opération, à 6 %, donc voilà, en sachant qu'il y a des coûts dans l'immobilier. Moi, je suis très transparent là-dessus. Là, je n'ai pas tout détaillé, mais il y a des coûts. Vous allez payer des charges de copropriété, une taxe foncière qui va être assez faible dans les grandes villes, potentiellement des frais de gestion. Voilà, donc il y a quand même des frais. Il n'y a pas de fiscalité, je vais vous en parler juste après. Mais il faut quand même garder en tête que l'immobilier, ce n'est pas comme acheter une action en bourse. Il faut se dire que le bien, il va falloir l'entretenir. Il va falloir potentiellement, si vous avez un appartement, par exemple, dans un immeuble à Paris, si la copro décide de mettre un coup de propre dans la cage d'escalier, c'est un exemple, ça va vous coûter, en fonction de votre quote-part, mais ça va vous coûter, je ne sais pas, 500 euros ou 600 euros. Voilà, après, c'est l'entretien du bien. Comme je dis toujours, ces 600 euros-là vont passer en charge fiscalement. Après, ça vous coûte quand même de l'argent, mais il faut garder en tête que c'est l'entretien du bien. C'est votre patrimoine. Si demain, vous n'entretenez pas votre immeuble, il va partir en décrépitude.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Romain, par rapport à ça? Oui, il y a deux, trois petites questions. Stan qui nous dit 200K tout compris, rénovation, ça donne un studio à Paris. C'est l'ordre d'idée aujourd'hui. C'est l'ordre d'idée aujourd'hui. Après, on peut faire des choses dans d'autres villes. Je n'ai pas parlé des rendements, mais je vais en parler en quelques secondes. En fait, on est présent sur des villes qui sont assez hétéroclites. Donc, c'est-à-dire que on va de la ville supra-patrimoniale en France. Quand je dis patrimoniale, c'est donc cher à l'achat, mais qui a une valeur qui a beaucoup augmenté. Donc, des biens qui sont plutôt des placements, où on a des rendements qui sont entre 4%, je vais en reparler après, et 5,5% à Paris aujourd'hui. Donc, je vous expliquerai comment je calcule le rendement. Et on va sur des villes où on peut monter jusqu'à du 9, 9,5% quand on est par exemple à Valenciennes, qui est dans la région lilloise. Voilà. Et entre les deux, on a tout. Hein. On est à Nantes, on est à Bordeaux, et donc on peut avoir du 6, 7, 7,5 ou 5,5%. Ça va vraiment dépendre de la ville et également du quartier au sein de la ville. Si je prends l'exemple de Marseille, où on est présent et que j'aime beaucoup moi pour l'investissement, à Marseille, vous pouvez acheter à certains endroits à 1 000 € le mètre carré. Et dans d'autres quartiers qui sont des quartiers chics, ça peut valoir 6 000 € le mètre, voire 7 000. Donc, il y a vraiment des gaps. Et donc, on n'a pas le même rendement si notre client nous dit « je veux être dans un quartier chic à Marseille parce que je suis Marseillais d'origine et j'aime beaucoup ce quartier », que si la personne nous dit « je veux être à Marseille, avoir plus du rendement ». Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Ouais, si, très bien. Je vais pas poser toutes les questions maintenant parce qu'il y en a déjà une vingtaine dans le Q&A. Par contre, pour donner un petit peu de voix, on va prendre la question de Myriam. Myriam, si vous voulez activer votre micro et on va prendre votre question tout de suite à l'oral. Et puis après, on va reprendre la conversation. Myriam, 1, 2. Vous arrivez à activer votre micro? Il faut juste cliquer sur Unmute si vous êtes sur un Zoom en anglais. Ok, bon, en attendant que Myriam y arrive, on va quand même répondre à une autre question. Peut-on emprunter au UK pour acheter en France? Alors ça, il faut voir directement avec la banque. UK, en général, les banques n'aiment pas. Elles n'aiment pas pour une raison très simple, c'est que l'immobilier, c'est relativement local. Et mine de rien, il y a des spécialistes systématiquement dans les banques. Ça va dépendre de l'engagement du client en matière d'encours. C'est-à-dire que si vous faites un appartement à 100, 150 000, que vous n'avez pas d'autres investissements, elles vont peut-être moins analyser votre dossier, mais plus vous allez avancer et plus les montants seront élevés, plus au sein de la banque, le comité risque va aussi se renseigner souvent avec le comité immobilier. Parfois même, elle mandate des experts pour voir que la valeur du bien est réelle. Parce que si la banque prend une hypothèque sur un bien à n'importe quoi 600 000 € et qu'en réalité l'investisseur s'est fait arnaquer, que ça vaut 200 000 et que demain il fait défaut, il ne pourra pas rembourser la banque. Et donc si la banque doit saisir, elle veut vérifier qu'elle a quelque chose de tangible en face, qu'elle a un actif tangible qui a la bonne valeur. Donc c'est compliqué. Pour répondre à la question, c'est pas impossible. Ça c'est déjà vu, il y a toujours l'exception, mais c'est compliqué. Donc, faut après, mettre, c'est plus avec votre banque UK qu'il faut voir. Faut mettre un collatéral, quoi. En général, oui. Ouais, absolument. Ok. On va continuer la présentation, comme ça, vu qu'on a un bon timing là, et puis après, on continuera. Il y a encore plein de questions qui arrivent dans le Q&A. Alors, je vous parle un petit peu des régimes de détention. Pour moi, il y a deux régimes qui sont particulièrement intéressants, donc je vais directement à l'essentiel. Ce que faisaient les investisseurs, et il y en a peut-être dans la salle des bailleurs qui détiennent des biens comme ça, donc ne prenez pas du tout mal ce que je vais dire, mais j'appelle ça les investisseurs à la papa, et je ne le dis pas encore du tout comme une critique, mais c'est qu'en fait, anciennement, on faisait que de la location nue quasiment. Si on prend il y a 15 ans, 20 ans, les gens achetaient un appartement, ils le mettaient en location nue, ça tournait. La location nue, il y a beaucoup de désavantages. Déjà, le premier désavantage, c'est que c'est des baux qui sont de 3 ans. C'est plus contraignant. Même pour donner le préavis, c'est plus long. C'est 6 mois, date anniversaire des 3 ans. Donc, si vous voulez récupérer le bien, c'est compliqué. Fiscalement, c'est beaucoup plus cher. Je n'entrerai pas dans tous les détails, ce n'est pas une conférence sur la fiscalité, mais j'en ai fait une d'ailleurs, que je vous mettrai le lien à la fin pour ceux qui veulent creuser la fiscalité française. J'en ai fait une de plus de 2 heures en présence d'un expert comptable qui a un très gros cabinet en France. Donc, je vous mettrai le lien à la fin. Donc, en gros, la location nue, nous, on ne la conseille pas, ou alors on la conseille au sein de ce que j'ai mis ici d'une SCI à l'IS. Je vais en parler après. Ce qu'on conseille plutôt, c'est la location meublée. Pourquoi? Parce que location meublée, vous avez plus de souplesse sur le bail. C'est des baux de 1 an, alors que c'était 3 ans, vous rappelez-vous, en location nue. Donc, chaque année, potentiellement, je fais des raccourcis, tout est compliqué dans l'immobilier, hein, je vais vite, mais chaque année, vous pouvez récupérer votre bien. Voilà, vous avez plus de souplesse.
Et surtout, sur la fiscalité, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a deux régimes en location meublée. Alors, il y a le régime micro si vous avez des revenus qui sont assez faibles, mais ce n'est pas celui que je recommande. Le micro, vous avez 50% d'abattement et vous êtes imposé, je vais vous dire après comment vous êtes imposé en tant que non-résident, mais vous êtes imposé sur 50% des loyers. Exemple, vous percevez vos 1 000 € de loyer dont on parlait tout à l'heure, vous allez payer vos impôts sur une assiette de 500 €, donc sur la moitié. Sur ces 500 €, vous allez payer de l'impôt, on va voir comment. Et le deuxième régime qui est très intéressant, parce qu'en fait, vous ne payez pas d'impôt pendant un certain nombre d'années, c'est ce régime-là, c'est le régime de la location meublée réelle. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous avez, en tant que non-résident, moins de 23 000 € donc de revenus locatifs annuels. Donc, si vous avez moins de 23 000 € de revenus locatifs meublés, si vous avez à côté des appartements nus, ça ne compte pas. Sur le meublé, si vous avez moins de 23 000 € annuels, vous êtes ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel, LMNP. Vous avez peut-être vu ça. Il y a eu des changements là-dessus la dernière année. J'ai fait toute une conférence de plus de 2 heures, donc c'est pour ça que j'en parlais. Mais si, en gros, gardez juste ça en tête, moins de 23 000 € de revenus locatifs meublés, je suis en loueur meublé non professionnel, plus de 23 000 et non résident, vous êtes impérativement loueur meublé professionnel cette fois. C'est la même logique en tout cas dans les deux cas. Il y a des changements, mais c'est la même logique. En gros, vous prenez vos revenus locatifs ici, donc vous encaissez vos 12 000 € par an, par exemple, pour reprendre l'exemple du départ, et vous allez soustraire des choses. Vous enlevez vos dépenses d'amélioration, vous enlevez vos frais annuels, par exemple les intérêts d'emprunt dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont là, ils viennent se déduire, vos taxes foncières, vos frais d'expert comptable. Vous enlevez votre déficit reportable, donc là c'est subtil, c'est quoi? C'est par exemple le frais investissement locatif ou les frais de notaire, par exemple, enfin les deux, ils vont venir se déduire. Et ce qui fait qu'en fait, exemple, la première année, vous avez 12 000 € encaissés. OK? Vous allez enlever donc toutes vos charges, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. etc. Ensuite, vous dites, j'ai payé 8 000 € au notaire, je l'ai déduit. Ensuite, vous dites, j'ai payé 12 000 € investissement locatif, je l'ai déduit, et vous allez être en négatif. En plus, vous allez amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles, ce qui fait qu'en fait, vous allez être imposé. On va voir après le taux d'imposition pour les non-résidents, mais vous allez payer, par exemple, n'importe quoi, 30% d'impôt, mais sur une base imposable de 0 €. Et donc, par exemple, 30% d'impôt, donc 30% fois 0 €, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 0 €. Et en fait, c'est grâce à ce mécanisme de base de calcul de l'impôt en LMNP ou en LMP qu'on arrive toujours pendant une dizaine d'années à être imposé, à quel que soit le taux, mais sur une assiette imposable de 0 €, donc on ne paye pas d'impôt. C'est pour ça qu'on fait le raccourci et que si vous voyez des vidéos, par exemple, sur notre chaîne YouTube, la chaîne c'est Investissement Locatif, eh bien, on vous dit, vous ne payez pas d'impôt pendant une dizaine d'années. Pourquoi je dis une dizaine d'années? Parce que ça va dépendre de plein de paramètres. Est-ce que vous avez fait des travaux? Est-ce que vous avez fait beaucoup ou peu de travaux? Est-ce que vous avez un rendement très élevé parce que vous êtes dans une ville qui est peut-être plus populaire ou un rendement plus faible dans une ville plus patrimoniale? Enfin, il y a plein de paramètres, mais gardez ça en tête. Vous ne payez aucun impôt pendant plusieurs années avec ce régime. L'autre régime qui est hyper intéressant, mais qui nécessiterait à lui seul 2 heures de conférence, c'est la SCI-LIS, qui peut être intéressant, surtout pour des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans votre cas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant pour des résidents fiscaux français, mais les banques ont du mal, alors je suis désolé pour vous, mais je vous le dis quand même, elles ont du mal à financer des non-résidents qui, en plus, investissent à travers des sociétés LIS. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On va avoir un témoignage juste après de Bertrand, que vous voyez là, qui est un super client, qui vous racontera un peu ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs encore, qui, je crois, nous dira aussi comment il a fait et quel montage il a fait, s'il veut bien d'ailleurs. Et je crois qu'il a fait à travers une société. Donc, ce n'est pas infaisable, mais c'est compliqué. L'avantage de la société, c'est qu'en fait, la société, elle vous protège de l'impôt, elle va payer, donc elle va avoir des gains. Donc, il va y avoir pareil de l'amortissement, des charges, etc. Il va y avoir un résultat imposable. Et sur ce résultat imposable, vous allez payer votre impôt sur les sociétés. Ensuite, l'argent reste dans l'entreprise, donc c'est de la trésorerie d'entreprise. Et si vous ne le versez pas à vous, en tant que personne physique, eh bien, vous ne payez pas votre impôt perso. Bien sûr, il y a un jour où vous vous dites, je reviens en France pour ma retraite, par exemple, ou pas. Il y a un jour où vous dites, maintenant, j'ai besoin de cet argent, j'ai 100 000 € sur le compte de ma SCIS, je décide de me le verser. Bon, là, à ce moment-là, vous allez payer de l'impôt quand vous vous le versez, mais vous choisissez quand vous le versez. Après, il y a des montages, je l'ai mis ici, qui peuvent être plus complexes en holding. C'est un peu ma passion, la fiscalité, mais ça va être un peu long et rébarbatif. Donc là, vous avez déjà un petit peu un panorama. Ce qui est intéressant pour vous surtout, ça va surtout être la location meublée au réel. Et si vous voulez creuser ces sujets, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube, je vous inviterai à aller voir. Donc la fiscalité des non-résidents, il y a eu des changements. Avant, malheureusement, vous pouviez être LMNP, même si vous aviez des revenus
supérieur à 23 000 euros, mais ça a changé il y a un an. Donc maintenant, soit vous êtes avec des revenus inférieurs à 23 000 euros, encore une fois, des revenus de location meublée, vous êtes loueur meublé non professionnel, soit vous êtes LMP au-delà. Encore une fois, vous pourrez télécharger les slides. Alors, les impôts que vous allez payer, donc ça, c'était le calcul de l'assiette imposable. Maintenant, vous allez me dire, mais le jour où j'ai des revenus, donc des bénéfices, parce que quand, au-delà des 10 ans, je vais avoir fini d'amortir mes travaux ou mes meubles, etc., vous allez avoir un bénéfice qui va augmenter petit à petit, parce que tout ne s'amortit pas sur la même durée. J'ai juste peur de perdre les gens. Romain, tu me dis si tu vois les commentaires, parce que c'est des sujets tellement Non, compliqués. tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je pense qu'il y a pas mal enfin, il y a des gens qui découvrent, il y a des aficionados dans l'assistance. Il y a vraiment Ok. tout niveau d'investisseurs, mais tu peux y aller parce que je pense que ça fera pas de mal aussi on est toujours en tant qu'expat, on n'est toujours pas au courant des derniers trucs, donc Ok, ça marche. ouais. Donc là, sur les revenus que vous allez percevoir, donc je l'ai dit, pendant une dizaine d'années, vous allez payer un taux, mais sur une base de zéro. Et ce taux, il est de combien? Il est d'un taux minimal de 20% plus la CSG-CRDS. Mais là, comme la France, vous le savez, on aime faire des choses simples, hein, surtout sur la fiscalité. Je crois que on a le leadership de l'innovation fiscale. Eh bien, ça a changé plusieurs fois. Donc, il y a eu un combat. Avant, on disait les non-résidents ont besoin de payer la CSG-CRDS. Après, donc l'État s'était fait attaquer. Finalement, on s'était dit, en fait, ils ne bénéficient pas des soins, etc. Donc, on fait sauter la CSG-CRDS pour les non-résidents et c'était rétabli, mais pas pour tout le monde. Ça a été rétabli pour tous ceux qui sont en dehors de l'espace économique européen, qui inclut aussi la Suisse. Donc, en gros, si vous faites partie de l'Europe, de l'espace économique européen et ou de la Suisse, alors là, vous ne payez pas la CSG-CRDS. Vous allez quand même payer ce qu'ils avaient une contribution de solidarité qu'ils ont inventée parce qu'ils en avaient gros sur la patate, de 7,5%. Donc, vous ne payez pas les 17,2%, mais vous payez les 7,5%. Si, par exemple, vous êtes US personne, vous allez payer cette fameuse CSG-CRDS de 17%, plus les 20%. Ce qui veut donc dire que, je reprends juste mon exemple de tout à l'heure, je vais vous mettre sur la slide d'avant. Ici, vous avez perçu vos 1 000 euros de loyer mensuel, enfin, ou vos 12 000 euros annuels, ce sera plus simple, puisque c'est annuel. Vous percevez vos 12 000 euros, vous déduisez vos dépenses de frais d'amélioration, toutes les charges que vous avez, chaque fois que vous changez un pommeau de douche, vous gardez la facture, ça se déduit, tout se déduit. Les frais de gestion, les frais d'investissement locatif, les intérêts d'emprunt, les frais de notaire, etc., etc. Vous passez en déficit, vous avez vos amortissements, vous amortissez le bien, sauf la quote-part du terrain, vous amortissez les travaux, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des travaux de rénovation, vous amortissez les meubles et vous arrivez donc à zéro, et au bout d'un moment, vous avez des choses qui vont arrêter de s'amortir. Par exemple, les meubles s'amortissent sur 7 ans. Au bout de la 7e année, vous avez consommé l'amortissement des meubles. Okay, et donc à ce moment-là, eh bien, vous allez commencer à payer petit à petit. Sur ce petit à petit, par exemple, sur vos 12 000, il va avoir 2 000 euros de bénéfices. Et ben, c'est sur ces 2 000 euros de bénéfices et non pas sur les 12 000 que vous allez payer vos 20% minimum plus 17% si vous êtes US personne. Vous allez payer 37% de 2 000. Donc, ça reste un impôt qui est quand même maîtrisé et qui est quand même voilà, sur une quote-part et pas sur la totalité. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Il y a un impôt aussi sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 euros de patrimoine net. Donc ça, c'est important. C'est le patrimoine qui est en France. Et quand on dit patrimoine net, c'est-à-dire après crédit. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'investir à crédit. Imaginons, moi je vous ai dit que j'avais un très gros patrimoine, mais j'ai beaucoup de dettes. Dans mon patrimoine, j'ai aussi des locaux professionnels de l'entreprise. On a des locaux dans plusieurs villes où on reçoit les clients, etc. On a un pignon sur rue. Et bien, dans ces locaux-là qui sont achetés pour mon activité, ça sort de ma base imposable, ça sort de la base de calcul IFI, parce que c'est un outil de travail. Vous, demain, si vous investissez et que vous faites de la dette, par exemple, vous achetez un bien, je dis n'importe quoi, 1 300 000 euros, je prends un exemple très élevé exprès pour vous prendre un exemple où vous pourriez payer d'IFI, et bien sûr, c'est 1 300 000. Si vous avez 500 000 de crédit, l'État ne va pas dire que vous avez 1 300 000, vous n'êtes pas redevable de l'IFI. Parce que pour l'État, vous avez un patrimoine net de 1 300 000 moins les 500 000 de dette. Je fais beaucoup de raccourcis, je suis obligé de simplifier. C'est des sujets assez. Non, mais c'est bien parce qu'on avait reçu une question par email de Jean-Luc à ce sujet-là et j'espère que ça a répondu à sa question. J'en profite juste rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le quid du Brexit. Est-ce que le Brexit fait encore partie
cette zone pour la CSG, CRDL, le UK? C'est une excellente question. Moi, dans la logique, je pense, mais honnêtement, il y a plein de sujets qui sont, et ça peut vous paraître bizarre, mais par exemple, sur le loueur meublé professionnel, il y a des choses qui ne sont pas claires. Même dans la tête des experts comptables spécialisés, ça n'a pas été fixé. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui sont… je vous prends un exemple. Il y avait une obligation pour être loueur meublé professionnel de s'inscrire au registre de commerce et des sociétés. Si vous n'alliez pas vous inscrire, vous n'étiez pas loueur meublé professionnel. Un jour, et pour quelque chose qui n'a rien à voir avec l'immobilier d'ailleurs, le législateur a décidé de supprimer ça. Et en fait, ça a entraîné des conséquences là-dessus, sur notre statut de loueur meublé non professionnel, qui n'était pas prévu, pas volontaire. Et donc, on s'est retrouvé avec l'ancien RSI, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle désormais la Sécurité sociale des indépendants. On s'est retrouvé obligé de s'affilier à la Sécurité sociale des indépendants en étant loueur meublé professionnel. Et quand, je vous prends un exemple, et quand les experts comptables sont allés les voir pour dire je voudrais créer un dossier, le SSI a dit mais attendez, je ne veux pas de votre dossier. Ça ne rapporte rien, il y a une cotisation minimale. C'est un régime qui est déjà saturé en France, qui est déjà compliqué et qui est utile pour les indépendants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur le Brexit, je n'ai pas répondu, donc je vais y répondre, mais sur le Brexit, je pense que si je suis la logique du législateur, ça devrait rentrer dans l'espace économique européen, je pense. Encore une fois, je n'ai pas de réponse figée. Mais en toute logique, si on admet la Suisse, je pense qu'il y a une logique à ce que ce soit le cas. Voilà. Il y a une autre question qui est pas mal de Jérôme. Ne peut-on pas amortir la valeur du bien sur 30 ans au lieu de 10 ans? Ah si, non, mais là, clairement, la valeur du bien, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on n'a pas le droit de l'amortir sur 10 ans. J'ai peut-être fait des raccourcis, j'ai peut-être pas été clair. Le bien s'amortit selon les comptables et selon les postes du bien, parce que comme je vous l'ai dit, tout est compliqué. On prend la valeur du bien, par exemple, de n'importe quoi, 120 000 euros, eh bien, ça va dépendre s'il est situé à Paris ou en province, par exemple. Pourquoi? Parce que la valeur du terrain, le terrain ne s'amortit pas parce qu'il ne disparaît jamais. C'est ça la logique. La logique, c'est que le bâtiment s'use et c'est pour ça qu'ils acceptent, que le fisc accepte que vous amortissiez le bâtiment sur une durée qui va être autour de 30 ans. Donc, ce n'est pas 10 ans le bâtiment. Donc, exemple concret, vous avez un appartement à Paris. Valeur d'achat d'appartement, avant travaux, etc., 115 000 euros. Eh bien, votre comptable va faire, parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'expert comptable, il va amortir non pas 115 000 euros, mais 115 000 euros moins 15 000. Pourquoi? Parce qu'il prend, il prend environ 15%, qui est la valeur du terrain. Voilà. Donc, il va amortir 85% de la valeur du bien, pour être plus clair. Et il va amortir ça sur 30 ans à peu près. Après, ça va dépendre. Il y a des postes de grosses œuvres, etc., qui s'amortissent sur plus longtemps, mais je simplifie. Il y a une partie sur 50 ans, une partie sur 30 ans, etc. Voilà. Les travaux vont s'amortir sur 15 ans, par exemple, les meubles sur 7 ans. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour que vous ayez… Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Merci. On va continuer. Voilà la logique. On n'arrête pas de recevoir des questions. On a répondu à une certaine partie et on va continuer de répondre aux autres questions à la fin de la présentation. Alors, après, on a Bertrand. Bertrand, tu me diras si tu n'es pas disponible, enfin, jusqu'à quand tu es disponible, parce que je ne veux pas bloquer Bertrand trop longtemps. Voilà. Moi, je veux bien parler maintenant. Ok. Ça m'arrange. Je ne sais pas sur mon temps là, mais ça m'arrange parce qu'après, en fait, je vais devoir m'occuper des enfants. Ok, ouais, non, pas de problème. Alors, juste, Bertrand, un grand merci déjà d'accepter de témoigner. Bertrand, j'ai voulu juste qu'il fasse un petit témoignage, déjà parce que c'est un client qui nous a fait confiance sur plusieurs projets et il va vous en parler, mais aussi et surtout parce qu'il est non-résident. Je vous l'ai dit, on a beaucoup de non-résidents. Donc, ça m'intéressait. J'ai demandé à Romain si on pouvait… voilà, on a plein de vidéos de témoignages de clients, mais en live, c'était intéressant, je pense, pour moi. Est-ce que tu peux nous dire juste ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, Bertrand, et ce que tu es en train de faire? Alors moi, en fait, j'avais déjà fait de l'immobilier avant d'être non-résident. J'ai émigré à Miami pendant 6 ans. Donc, j'ai fait un petit peu d'immobilier localement là-bas. Et en revendant ma résidence principale et en quittant les États-Unis pour faire un tour du monde en famille, j'ai décidé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire du capital que j'avais récupéré. Donc, j'ai profité de cette opportunité pour réfléchir un petit peu comment faire et puis surtout avec quels acteurs. Et donc, c'est ce qui d'ailleurs m'a amené à travailler avec Investissement Locatif à peu près en avril 2018. Et pour répondre précisément à ta question, nous, on a commencé avec Investissement Locatif à faire des immeubles de rapport. Donc, on a acheté un premier immeuble de rapport en banlieue parisienne, un immeuble de 8 appartements en centre-ville
qui était déjà en très bon état, avec vraiment les parties communes, la façade et les appartements plutôt en bon état. Donc, ce n'était pas du gros œuvre, mais plutôt des appartements à remettre un peu au goût du jour. Chose que je conseille dans le contexte actuel, puisque quand la politique d'investissement locatif, c'est quand même de remettre les appartements vraiment en très bon état, avec des nouvelles cuisines, etc. Et aujourd'hui, parmi les biens qui restent sur le marché, quand les gens visitent des studios qui sont parfaitement neufs ou abîmés, forcément, c'est plus facile de louer un appartement de bonne qualité. Donc, ceci étant dit, c'est une opération qui s'est bien passée. Et, bon, c'était comme quelque chose d'assez gros parce que c'était un immeuble. Nous, on n'avait jamais fait, avec mon associé, on n'avait jamais fait d'immeuble jusqu'alors. On avait fait des locaux commerciaux, on avait fait des hangars, on avait fait du perso, on avait fait des boutiques, des choses comme ça, mais on n'a jamais fait d'immeuble de rapport. Donc bon, quand ça paraît un peu facile, on a tendance à vouloir enchaîner. C'est peut-être pas forcément une drogue, mais disons qu'on a envie d'aller vite. Donc on a racheté un deuxième immeuble dans la même ville, qui est un immeuble de 5 appartements avec une boutique. Donc là, c'était un peu différent parce que le premier immeuble, il y avait un local qui était loué à un retraité depuis 12 ans, mais sinon on a pu refaire tous les appartements d'un coup, ce qui est quand même assez pratique, plutôt que de refaire des travaux à tiroir. Deuxième immeuble, il y avait 2 appartements libres et des appartements qui étaient déjà occupés. Donc voilà. Ouais. Petite question, Bertrand, excuse-moi, je te coupe. 2 sujets. Le premier, est-ce que tu as eu beaucoup de suivi sur ces projets pendant toute la phase où ça s'est passé? Tu étais où d'ailleurs au moment, je me rappelle même plus. Moi, j'ai fait les achats. Moi, j'ai fait les achats depuis mon tour du monde. Donc, j'ai fait mon premier achat entre différents pays. On changeait chaque fois de pays, mais j'ai commencé à vous appeler, vous, investissement locatif au Mexique. On a fait notre chasseur a commencé quand j'étais en Suède, et je crois qu'on a signé quand j'étais en Argentine. Donc, okay. L'aventure, elle s'est étalée sur plusieurs pays. À ce moment-là, j'étais redevenu à moitié résident fiscal. J'étais encore résident fiscal américain. Ça a été un petit peu la galère au départ parce que j'ai vu que certaines personnes posaient des questions je l'ai regardé un petit peu les questions tout à l'heure. Quand on est détenteur d'une green card et qu'on est détenteur ou alors qu'on a un passeport américain, emprunter en France est de plus en plus difficile à cause de la FATCA. Typiquement, les États-Unis n'ont pas envie que leur argent et leurs ressortissants fassent n'importe quoi. Donc, ils contrôlent énormément et ils imposent beaucoup de règles aux banques. Donc, beaucoup de banques ne sont pas très ouvertes à l'idée de financer des résidents fiscaux américains. Mais à l'époque, j'avais quand même persévéré, j'avais trouvé une solution. Donc, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut trouver le bon interlocuteur. Hein. C'est comme il ne faut pas financer un chômeur. Il y a des chômeurs qui trouvent des financements. Il faut trouver le bon interlocuteur. Tu te souviens de quelle banque tu avais financé? Pardon? Tu te souviens de quelle banque tu avais financé? Oui, alors nous, on avait vraiment tordu le bras à une banque avec laquelle on fait du business parce que mes sociétés sont en France. Donc, on avait des comptes bancaires en France pour nos sociétés. Donc, on a tordu le bras du Crédit du Nord. Mais à l'époque, banque que je déconseille d'ailleurs. Mais il y a plusieurs banques qui peuvent le faire. D'ailleurs, c'est pas le nom de la banque qu'il faut, c'est le nom du banquier. Moi, je sais je crois que c'est même Michael Zonta, l'associé de Manuel, qui m'avait conseillé un gars un peu qui finance des opérations qui est en Picardie et qui est au Crédit Agricole et qui, en l'occurrence, m'avait dit qu'il avait réussi à financer un chômeur en Australie. Donc, vous voyez, tout est possible. Et finalement, il avait beaucoup de travail à l'époque et on s'est focus sur cette option-là. Mais ce qu'il faut, c'est trouver le bon banquier. Il faut persévérer. Moi, j'ai passé un temps énorme sur le sujet pour trouver des solutions. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de tout à l'heure. Je me suis un peu échappé. Non, c'est parfait. Mais deuxième. Du coup, voilà. Donc, il me parlait de mon statut résident. Donc, j'étais résident fiscal américain. Après, je suis revenu résident fiscal français, malgré le fait que j'étais à l'étranger en tour du monde. Là, je viens de m'installer en Espagne. Donc, je suis toujours résident fiscal français. Mais en revanche, si vous êtes dans des pays européens, ou même non européens, il y a des solutions. Encore une fois, il faut trouver le bon banquier. Donc, on a acheté ce deuxième immeuble. Pardon. Non, vas-y. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on est à distance, se dire un immeuble avec en plus des travaux. Et là, ça peut peut-être d'ailleurs faire la liaison avec ce que tu es en train de faire avec nous à Lille sur un très. Ta question, c'était le suivi. Alors, le suivi, oui. Bon, déjà, c'est comme tout. Il y a plusieurs personnalités. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire totalement confiance et qui vont laisser le truc se passer. Et là, je pense qu'investissement locatif est un bon interlocuteur parce qu'ils ont des. Alors, je fais un peu l'article, mais je ne suis pas payé, je vous rassure. Ils ont des gens qui, de la chasse jusqu'à la mise en location, s'occupent de tout.
Après, c'est l'humain au milieu, donc ils ont beaucoup de salariés, donc les erreurs sont possibles. Moi, personnellement, je suis assez présent, mais j'ai tout fait à distance. Tout. Le premier immeuble, je ne l'ai pas visité. On a fait l'offre sans le visiter. Après, mon associé s'est déplacé. Mais il s'avère qu'il était, il était bien. On a fait confiance au chasseur qui, en l'occurrence, s'engage. Ça, c'est très important avec l'investissement locatif aussi. Il s'engage. C'est-à-dire quand votre chasseur trouve un bien et s'engage sur des prix, sur un prix de travaux, par exemple, si l'immeuble, il s'avère que l'artisan dit voilà, il y en a pour 10 000 euros de plus parce que je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Investissement locatif s'engage sur ces montants-là. Et finalement, ça donne quand même assez confiance parce que ça permet de cadrer le budget. Et sur place, moi, j'y suis pas allé. Maintenant que je suis en Europe, j'ai profité de passage à Paris pour y aller, mais vraiment plus pour m'intéresser au sujet que pour vraiment contrôler. Sinon, je fais tout par téléphone. Et là, effectivement, maintenant, on est sur un projet à Lille qui a été, là pour le coup, forcément, on monte un peu en gamme dans le risque. On a acheté un immeuble où il fallait tout refaire, de la façade jusqu'aux parties communes, l'électricité, plomberie, le toit, les fenêtres. Si vous suivez le compte Instagram de Manuel, vous regarderez un petit peu. En septembre, je crois, des vidéos qu'il a faites, c'était une destruction qui a pris, rien que la démol a duré 1 mois, pour vous donner une idée. Donc, 1 mois juste à démolir, quoi. Donc, vraiment, il y a vraiment un gros. Ça fait partie des gros projets qu'on fait. Chantier. Et là, je pense que je pense que c'est un des plus gros chantiers peut-être que vous faites en ce moment. C'est vraiment un gros truc. Et là, ça se passe bien. Il y a un architecte qui suit bien. On a un super entrepreneur qui est vraiment super responsable. Ils ont ouvert le toit pour refaire des choses. Ils se sont rendus compte qu'il fallait aménager, qu'il fallait peut-être un peu solidifier des poutres. Il l'a pris à sa charge. Il est responsable. Il ne se dit pas, bon, allez, je cache, je mets un placo et puis ils verront ce qui se passe plus tard. C'est plutôt juste. Juste rebondir sur ce que tu dis, Bertrand, c'est que effectivement, nous, on a des salariés architectes qui suivent, alors architectes ou architectes d'intérieur. Quand c'est nécessaire, on fait appel à des architectes. En salarié interne, c'est plutôt des architectes d'intérieur, mais qui suivent et qui font des comptes rendus de chantier réguliers. Par exemple, dans ton cas, toutes les semaines, avec des photos et voilà, dans l'espace investisseur. C'est ça le truc. Et même en confinement, effectivement, ça a avancé. Alors là, on a fait ce qu'on a oui, pu. Ça, c'est un point. Alors, je fais un peu l'article et je dis bonjour à Maxime Sambourg. Je ne savais pas que j'ai un copain qui me suit, qui m'envoie des photos sur WhatsApp pour me dire qu'il me voit. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais déjà fait le deuil des travaux pendant le confinement, en me disant que voilà, ça allait prendre 2 mois et que voilà, que le confinement allait s'arrêter. Et puis l'entrepreneur, il s'est vraiment démerdé pour récupérer un maximum de tout ce qui était parpaing, matériel, etc. et tout, emmagasiné dans l'immeuble pour pouvoir faire les travaux. Et je ne sais pas si on a perdu du temps, mais je ne pense pas. En fait, ils ont tout fait pour vraiment avancer. Donc la France était assez laxiste sur le sujet. Ils ont laissé les gens les travaux se faire. Mais le chantier a super bien avancé. Et ça, moi, ça me semble assez incroyable. Donc je suis vraiment content. Je ne dirais pas que tous les entrepreneurs prennent la responsabilité de continuer pendant le confinement. Emmanuel m'avait dit que certains chantiers ne le faisaient pas. Mais je pense qu'une des choses agréables avec l'investissement locatif, ou d'ailleurs des business que vous faites en général, les gens que vous allez rencontrer, c'est de se rendre compte que dans l'ultime merde, on arrive quand même à avoir des entrepreneurs qui bossent et qui sont sérieux. Ça permet de les tester finalement. Donc voilà. Super. Merci Bertrand. On va peut-être, sauf s'il y a d'autres questions peut-être qui se posent dans le chat. Moi, j'ai encore quelques minutes. Si vous avez des questions spécifiques sur l'investissement, n'hésitez pas. On a pas mal de questions à voir, mais je pense qu'on va te laisser repartir, Bertrand, parce que le temps passe et il faut absolument qu'on clôture la présentation. Merci pour l'invitation, bon courage. D'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Pour la présentation. À bientôt. Donc, désolé, je pensais plutôt que ça se passerait plus près de la fin. Mais du coup, c'est parfait. En tout cas, je remercie encore Bertrand d'avoir pris le temps d'échanger. C'est super. Donc, les pièges de l'investissement en France. Alors, quand je dis pièges, je vais vous dire des choses que je vous conseille d'éviter. Même si, encore une fois, vous ne passez pas par nous, vous faites un investissement, je vous conseille d'essayer d'éviter ça au maximum. C'est la défiscalisation. Pourquoi? Très simplement, ce n'est pas forcément ce vers quoi vont le plus les non-résidents, parce que par définition, vous n'avez pas forcément de bénéfice à cette défiscalisation. Mais les programmes neufs, il faut toujours faire attention à plusieurs aspects. Alors, c'est génial d'acheter neuf, il y a plein d'avantages, mais ce qui peut être
ce qui peut être problématique dans les logements neufs, c'est que parfois on achète 20% au-dessus du prix du marché parce qu'on nous vend une carotte fiscale. C'est ce qui se passe parfois en France. On n'est pas souvent très bien placé parce que dans les centres-villes, comme par exemple à Paris, il y a très peu de programmes neufs ou si vous prenez d'autres grandes villes. Donc souvent, on est plutôt excentré. Et voilà, et on a une fiscalité quand on fait de la défis, qu'on n'investit pas en Pampinel, impérativement en location nue. C'est-à-dire qu'on vous donne d'un côté un avantage fiscal et de l'autre, on vous le reprend puisqu'on vous impose des revenus fonciers, donc de location vide. Donc pour ça, je le déconseille. L'achat de la résidence principale. Donc ça, c'est un vaste débat. Ça dépend ce que vous voulez faire dans l'investissement immobilier, mais on dit souvent que c'est une erreur parce que quand on commence ou quand on veut investir dans l'immobilier, si vous commencez par votre résidence principale, eh bien souvent vous allez vous endetter au maximum de votre capacité d'endettement. Ce qui fait qu'après vous êtes bloqué. Donc vous allez, par exemple pour la France, vous endetter à 33, alors ça dépend de votre profil, peut-être à 40%. Et puis derrière, vous allez voir votre banquier, vous dites, c'est génial, j'ai une belle résidence principale, maintenant je voulais investir dans le locatif pour développer mon patrimoine. Et à ce moment-là, le banquier vous dit, désolé, mais vous êtes déjà endetté à 40%, on ne peut plus rien faire pour vous, revenez nous voir dans 20 ans. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec un seul bien. Alors que si vous aviez commencé par faire du locatif et que vous aviez dit à votre banquier, j'investis en locatif 1, 2, 3, 4, finalement, vos revenus augmentent parce que dans le calcul de l'endettement, le banquier va prendre les revenus locatifs générés. C'est pour ça que si vous me suivez, encore une fois, je partage pas mal de choses de mes projets perso. J'ai acheté, l'année dernière, j'ai la chance d'avoir acheté un très bel endroit à Paris pour ma famille en résidence principale et je l'ai acheté après avoir fait beaucoup d'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour une banque de vous financer une résidence principale que de vous financer du locatif. Donc, on commence par le locatif et au bout d'un moment, on dit, j'en ai déjà beaucoup, on va voir la banque, on dit pour ma résidence principale et là, la banque en général accepte. S'arrêter au premier refus de banque, Bertrand l'a dit, c'est compliqué, même parfois pour des résidents fiscaux français. Mais il ne faut pas se décourager, il y a des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce n'est pas parce qu'une banque vous dit non que c'est non. Il y en a plein d'autres sur la place. Il y a 50 banques en France qui sont à même de vous financer. Mettre toute son épargne, on l'a dit, une des erreurs, et c'est l'erreur qu'un ami encore me disait, lui, il est en train d'acheter une résidence principale à côté de Paris. Il me disait, je mets toute mon épargne et je fais un crédit le plus court possible. Comme ça, le bien est à moi et le plus vite possible, je le rembourse. Et je lui dis, mais c'est bien, mais dans 2 ans, tu vas venir me voir pour investir, parce que tu seras content et tu voudras développer un patrimoine. Tu ne pourras pas parce que tu n'auras plus d'apport disponible et qu'en plus, tu auras des mensualités très élevées parce que tu auras fait un crédit court. Donc, ça rejoint ce que je vous disais sur le crédit. Mettez le moins d'épargne possible pour que ça passe. Si je prends un exemple, la banque vous dit c'est 25% minimum d'apport. OK, si c'est la condition et que vous voulez faire l'opération, faites-le. Mais ne dites pas, moi, je vais mettre 50% d'apport. Si ce n'est pas nécessaire, conservez votre cash. C'est toujours mieux. Ça pourra vous servir pour plein de choses de votre vie perso ou pour encore montrer les muscles, entre guillemets, parce que la banque, quand elle vous finance, elle va regarder l'épargne que vous avez sur vos comptes. Les crédits trop courts, les cash flows négatifs, ça c'est encore un point qui est important. Quand on investit dans des villes comme Paris, par exemple, qui est l'extrême français avec les prix immobiliers les plus hauts, on a des rendements plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir après, mais c'est niveler ce rendement locatif qui est bas par définition, c'est compléter avec de l'apport. En mettant de l'apport, on va avoir un crédit sur 20 ans et un apport et on va faire en sorte de ne pas perdre de l'argent tous les mois. Je vous prends un exemple. Vous avez 1 000 € de crédit. Si vous avez 1 100 € de mensualité, chaque mois, vous devez rajouter de l'argent. Donc, vous pouvez peut-être le faire. Vous vous dites aujourd'hui, je gagne très bien ma vie aux États-Unis, en Californie ou que sais-je. Et vous vous dites, ça ne me dérange pas de rajouter 200 € par mois. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux mobiliser un peu d'apport au début pour que derrière, ça soit équilibré. Et une fois que vous avez l'opération qui est équilibrée, vous êtes tranquille, vous vous dites, l'opération est équilibrée et je peux dérouler, je peux faire d'autres projets. Et puis, si jamais je change de boulot, je change de projet de vie, je reviens en France, etc., je ne suis pas pénalisé par chaque mois avoir à sortir 200 €, 300, 500 € par mois ou que sais-je. Voilà un peu l'idée. Donc, essayez toujours d'être au moins à l'équilibre. Les avantages de déléguer, Bertrand en a déjà un peu parlé, mais alors, ça dépend. Il y a la mentalité française qui est, et je me mets dedans, qui est à la base où on se dit je ne délègue rien parce que déléguer coûte de l'argent. Donc, on se dit ma voiture tombe en panne, je mets pendant 2 jours, je prends toujours cet exemple, il est assez parlant, pendant 2 jours, je mets les mains dans le moteur et je vais pas voir mes gosses et pas profiter de mon week-end, mais j'ai réparé ma bagnole. Ça, c'est la mentalité française qui tend quand même à changer. Et à côté, on a la mentalité américaine où ceux qui sont résidents US doivent le savoir, vous avez des coachs, vous ne faites pas vos impôts vous-même, alors qu'en France, on les fait globalement nous-mêmes, etc., etc. Vous déléguez. Pour moi, la délégation, elle permet de gagner de l'argent parce que ce qu'a dit Bertrand, c'est qu'on a des chasseurs immobiliers donc qui sont 100% du temps avec nous sur les projets des clients. Ce sont nos chasseurs immobiliers. Et quand un chasseur immobilier chez Investissement Locatif travaille pour vous, il a un réseau. Chaque jour, il va chasser les annonces, bien sûr, sur tous les sites. Il va voir les notaires.
il va voir les agences immobilières de la ville, il connaît déjà les agents. Et quand une succession tombe, une super affaire tombe, moi je prends toujours l'exemple, je dis imaginez vous êtes agent immobilier, une super affaire tombe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites je la mets en annonce sur seloger.com qui est le plus gros site, je reçois 500 appels, je m'embête à faire des visites, etc. Ou est-ce que j'appelle mon carnet d'adresses? C'est simple, hein. Il appelle d'abord les gens qu'il connaît parce que l'agent immobilier, comme tout le monde, est feignant, mais je ne dis pas négativement, hein. Moi, je travaille beaucoup avec les agents immo, ce n'est pas du tout une insulte, mais il est feignant dans le bon sens du terme. Il appelle ses contacts sérieux, et donc là, il appelle le chasseur, il dit voilà, j'ai un bien qui est super intéressant, je pense que je peux te le présenter. Le chasseur est disponible 24 heures sur 24, en tout cas toute la journée. Il va faire la visite, il voit si c'est intéressant ou pas, et ensuite il le présente au client si c'est intéressant. Mais la logique est là. Les très bonnes affaires passent en off-market parce qu'ils appellent en priorité leur réseau. Donc, nous, on est dans les carnets d'adresses dans toutes les villes puisqu'on fait que ça toute la journée. Et donc, vous achetez moins cher que ce qui se fait sur le marché du fait de notre réseau et également du fait qu'il y a des travaux. En deux, financer avec le levier du crédit, on l'a vu au début, donc c'est très intéressant. En trois, on crée de la valeur avec les travaux, c'est ce qu'a dit Bertrand. Donc, vous pourrez voir des photos, des vidéos sur notre chaîne YouTube partout de ce qu'on fait avant et après ou sur notre site investissementlocatif.com. Je vous inviterai à regarder les réalisations. On part d'appartements vétustes, pourris, dans des immeubles qui sont sains. Attention, bâtiments sains mais appartements vétustes. Et on rénove tout de A à Z, plomberie, électricité, cloison, etc. Et on se retrouve avec des appartements qui sont coup de cœur. Et c'est le dernier point, puisque pour louer sur la tranche haute du marché, on loue plutôt cher les appartements, mais parce qu'il y a un service. C'est quasiment des appart-hôtels. Si vous voyez nos réalisations, les locataires rentrent, ils disent waouh. Donc ils disent oui, il est 100 € plus cher qu'un autre que j'ai vu pour la même surface, mais il est 100 € plus cher parce qu'il y a une plus-value qui est du fait de la déco, de l'optimisation, etc. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? On cherche un bien décoté à rénover, des choses comme ça, avec des vieilles cuisines, des trucs. Et là encore, il est dans son jeu, mais il y a pire. On crée de la valeur avec les travaux et ça nous permet aussi, quand ça le nécessite, de refaire tout le plan. On fait tomber les cloisons et nos architectes vont vous proposer des plans. Donc, c'est vous qui les validez en tant que client. Mais ils vont vous proposer des plans. Ils vont faire plusieurs propositions de plans d'ailleurs, mais en optimisant chaque recoin. Et on a été formé à la méthode parisienne. C'est-à-dire qu'à Paris, l'optimisation, c'est extrême. Donc, voilà, on est des fanats de l'optimisation. L'idée, c'est donc de chercher des bonnes affaires, optimiser le plan. Nous, on propose le suivi de travaux. On fait tout de A à Z, vous ne faites rien. On meuble et on décore en fonction de vos goûts. Vous nous dites, moi, je cherche plutôt jungle, voilà, on a des palettes de projets. C'est vous qui décidez avec la décoratrice qui vous soumet les projets et vous nous dites, voilà, je veux l'univers jungle et on vous fait un super appart à destination locatif. Vous choisissez pas, c'est important de le dire, vous choisissez pas chaque petit vase, etc. On est quand même dans un produit qui est à destination de locatif et ensuite on peut, si c'est votre souhait, vous faire la location, la gestion, mais vous pouvez aussi le confier à une autre agence si vous avez déjà des biens ou à votre famille s'ils sont à côté. Et on vous conseille aussi sur l'optimisation du patrimoine. Voilà un petit peu les bénéfices, le gain de temps, l'accompagnement par de vrais experts, parce que ce qu'a dit Bertrand, et moi c'est ma plus grande fierté, c'est de faire du bon boulot. Ça peut paraître bête, tout le monde dit peut-être ça, mais on a une vraie satisfaction à faire de beaux projets. Et vous le verrez si vous nous suivez, si vous nous connaissez, on est vraiment passionnés et je crois qu'on est intraitable avec les gens qui rejoignent l'équipe sur cette qualité qu'on veut avoir pour les clients. Et c'est ce qui fait qu'on a des super avis si vous regardez sur les sites Trustpilot, par exemple, on a des avis vérifiés ou dans les vidéos vous trouverez sur le site internet. On fait des projets en fonction de vos besoins. Si vous nous dites je veux Bordeaux, on vous trouvera quelque chose de super en fonction de votre cahier des charges. Si vous nous dites peu importe où en France, on vous conseillera sur la zone en fonction de vos critères à vous. Et on vous permettra d'avoir des rendements qui sont optimisés sans vous déplacer. Voilà un petit peu la présentation. Là, on a fait quelques petits exemples. Donc là, d'un client UK, par exemple, expatrié au UK, qui a fait quelque chose. Donc là, le rendement, c'est le plus faible qu'on propose. Pourquoi? Parce qu'on est dans le 3e arrondissement de Paris. Donc là, c'est hyper patrimonial. Le 3e arrondissement, si vous ne connaissez pas, c'est le Marais. C'est des prix délirants. On est entre 12 et 15 000 € le mètre à l'achat. Sans compter que nous, quand on parle d'un budget total, là, ça inclut tout. Ça inclut l'achat, les travaux, les meubles, les frais de notaire et nos honoraires. Et donc, on est ensuite sur un loyer en fonction de la surface. Bon, là, c'est des exemples chiffrés. Si vous prenez contact avec mon équipe, donc le rendez-vous est bien sûr gratuit, on pourra parler, vous voyez si ça vous intéresse ou pas, et on pourra vous envoyer des exemples concrets des derniers des derniers projets qu'on a réalisés pour les clients, ce qui vous permet de voir selon la zone ce qu'on est capable de faire. Et après, vous dites, oui, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai regardé et je me rends compte que c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, ça ne vous engage à rien. Mais vous avez chaque fois une projection financière de ce type-là où on fait une hypothèse basse de loyer, une hypothèse haute en fonction de la saison.
Ça va dépendre de la saison de location. Et donc, un revenu annuel moyen ici, un coût global du projet, donc un rendement brut. Si on loue fourchette haute, on est plutôt à ce montant-là. Fourchette basse, on est plutôt à ce rendement-là. Voilà. Donc, on a pris quelques exemples sur un budget à 600 000. Donc là, c'est dans la région lilloise. On est capable de monter sur des rendements qui sont beaucoup plus élevés parce qu'on est dans des secteurs où ça coûte beaucoup moins cher à l'achat aussi. Donc voilà, ce n'est pas les mêmes rendements si vous êtes à Paris-Centre que si vous êtes à Valenciennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter à Paris, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter à Valenciennes parce que c'est moins patrimonial. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Et ce conseil-là, en fonction de vos objectifs avec l'immobilier, eh bien, on va vous l'apporter dans des rendez-vous avec nos conseillers. Donc, on a des conseillers salariés au sein de l'entreprise. Ils sont au nombre de 4 aujourd'hui qui vont vous répondre lors de rendez-vous si c'est votre souhait et ce, gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. J'ai mis quelques témoignages, mais vous en retrouverez sur le site de gens qui, voilà, donc, qui peuvent, lui travaille, il est dans le domaine, je cherche de l'aviation, il est rarement en France, il a tout fait à distance. C'est le cas globalement de nos clients. Même les gens qui sont sur place, ils ont la volonté de déléguer parce que quand on a des gros postes, on se dit, est-ce que vraiment, même si c'est ma passion, je vais passer mon temps à courir les agences? Est-ce que quand je suis dans une réunion où je suis avec en comité de direction, etc., parce qu'on a tout type de profil, mais on a des gens qui ont des gros postes, est-ce que vraiment je veux passer mon temps à faire des visites, etc. Est-ce que je peux le faire? Pas nécessairement. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée de la délégation. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous retrouverez sur le site investissementlocatif.com, vous pouvez scanner le QR code, planifier un rendez-vous. On a un agenda en ligne, c'est gratuit encore une fois. La présentation vous sera envoyée. Ou directement aller sur le site Investissement Locatif. On sera très heureux de vous présenter un peu plus en détail en fonction de vos projets, ce qu'on est capable de faire. Et puis après, vous voyez, vous décidez. Et à minima, vous aurez eu du conseil, même si vous ne passez pas par nous. Nous, si on vous donne du conseil, on est content. Pourquoi je mobilise un salarié, je donne du conseil, je suis content parce que je sais que si vous avez une bonne image et qu'on vous apporte de la valeur, peut-être vous allez en parler autour de vous et vous avez peut-être un ami de la famille qui est intéressé par ce service. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. On est passé de 0 à 500 projets dans l'année par le bouche à oreille, etc. Donc, on fonctionne vraiment comme ça. Voilà, là, on vous enverra une petite surprise à ceux qui veulent. Alors, ce n'est pas juste pour récupérer votre email parce que vous êtes inscrit de façon webinaire. Donc voilà, mais on vous enverra la présentation, on vous enverra de l'info. On aime bien donner de l'info aussi. Et on vous enverra également, parce que j'ai vu que ça peut en intéresser certains, la conférence que j'ai faite pendant 2h20 avec un expert comptable qui pilote énormément de choses. Il a, je crois, 300 salariés et il a pris le temps de faire une conférence avec moi sur justement ces statuts fiscaux pour l'immobilier. Et la conférence a été très appréciée. Donc, je vous enverrai le lien de cette conférence. Voilà un petit peu la présentation. Ah, elle est là. On vous renverra aussi cette présentation. Est-ce que Romain, tu veux passer peut-être aux questions? Oui, on a beaucoup de questions. Moi, je vais poser la question de la douloureuse tout de suite, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question. On a compris que Manuel, toi, tu es le cordonnier le mieux chaussé. Donc, je sais que tu organises quelques petites réunions investisseurs au bord de ta piscine en plein Paris. Donc, combien ça coûte de passer par investissement locatif? Alors, effectivement, tu fais référence notamment, on a organisé une soirée parce qu'on essaie de faire, alors là, ça a un peu rebattu les cartes, on essaie de faire des soirées avec nos clients. Certains viennent de loin. Alors, si vous êtes non-résident, bon, c'est peut-être pas idéal pour vous, mais on essaie d'apporter de la valeur à notre communauté de clients. Ça, c'est important de le dire. Et on a fait notamment en janvier une soirée dans le loft que j'ai acheté à Paris, qui est ma résidence principale et qui est effectivement un loft avec piscine que j'ai acheté à crédit. Donc voilà, ça c'est un point important à dire. Mais plus sérieusement, ça coûte un pourcentage du projet. Donc ça va dépendre du projet. Ça va coûter 7% hors taxe, donc plus la TVA d'un projet. Donc, il faut calculer le montant du projet et vous appliquez le ratio. C'est inclus dans les rendements qu'on annonce, ça c'est important. Donc, c'est transparent. Quand on vous dit que vous avez un rendement de 5, 6, 7, 8%, ça inclut le calcul de nos honoraires et c'est en plus déductible fiscalement des revenus locatifs imposables. Donc, quand par exemple on va facturer, pour prendre un exemple très concret, 15 000 € d'honoraires TTC à un client sur un projet pour gérer tout de A à Z. Donc, la première chose, c'est que si on a bien fait notre travail, mais je fais confiance à nos équipes, on vous les a déjà fait gagner à l'achat la plupart du temps. Si vous aviez acheté tout seul, vous auriez peut-être payé le bien, même parfois beaucoup plus. On a fait acheter des gens il y a encore 2-3 ans à des montants à Paris que je n'ose même pas dire. Et aujourd'hui, ils ont des plus-values latentes parce qu'ils n'ont pas forcément vendu qui sont considérables. Donc, déjà à l'achat, vous gagnez de l'argent.
Ensuite, il y a toute la délégation. Sur toutes les étapes du projet, on vous en fait gagner. En tout cas, c'est l'objectif du service. Et donc, en plus, ces 15 000 euros, par exemple, eh bien, vous les déduisez des revenus locatifs imposables. Donc, si on vous facture 15 000, ça vous coûte, ça va dépendre de votre taux d'impôt. Si vous êtes US personne ou pas, en fonction de la CSG, CRDS, mais par exemple, vous allez économiser 40% de ces 15 000, puisque vous auriez payé de l'impôt, pas forcément aujourd'hui, mais demain, sur les loyers. Donc, si on vous facture 15 000, ça vous coûte 15 000 moins 6 000, ça vous a réellement coûté 9 000 par rapport à si vous le faisiez tout seul. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Alors après, le calcul est très simple. Si vous parlez avec nos conseillers, ils vous montreront, on est transparent sur nos honoraires. On n'est pas low cost. Parfois, j'ai des gens qui me disent, si je passe en direct avec une agence, n'importe laquelle, et je vais payer moins cher. Effectivement, les honoraires d'une agence normale, ça va être 5%, par exemple. Il y a plus cher, mais il y a de tout. Ça peut être entre 5%, ça peut être entre 3 et 8%. Nous, on est à 8%, mais parce qu'on n'est pas une agence. Nous, on est payé par l'acheteur parce qu'une agence va représenter le vendeur, en fait, en réalité. Son vrai client à une agence classique, c'est le vendeur. Nous, on est là pour défendre vos intérêts et pour faire en sorte que vous ayez une opération rentable. Et ce qui est plus important de le dire, c'est qu'une agence immobilière, une fois qu'elle a le mandat, elle ouvre une porte. Donc, je ne le dis pas du tout pour être dénigrant, mais c'est très différent comme métier. L'agence, elle ouvre une porte. Nous, on va supporter le projet, comme l'a dit Bertrand, pendant 9 mois et même peut-être plus. Ça va dépendre des travaux, puisqu'on vous accompagne de la recherche en passant par l'étape notariale où on gère tout. Vous ne faites rien. On vous aide sur le financement si vous en avez besoin. On vous aide sur les plans, les travaux. Donc, c'est un vrai projet de 9 mois qu'il faut voir et qui est rémunéré effectivement de A à Z avec un pourcentage de 8% environ de la valeur du projet total. Okay. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, parfait. Il faut compter des frais d'agence en plus, du coup Alors, est-ce qu'il faut compter des frais d'agence en plus? Alors, attendez, je vais juste me remettre. Est-ce que je suis en plein écran là? Ça y est? Oui en fait, j'ai coupé le partage d'écran parce que pour Facebook Live, c'est plus sympa que les gens puissent nous voir. Oui, bien sûr. Ok, alors je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Je vois tout, c'est bon, je vois même les questions. Alors, est-ce qu'il faut compter des frais d'agence? Alors, ça va dépendre si l'appartement ou l'immeuble qu'on vous trouve est par agence ou par particulier. Nous, on chasse sans chercher spécifiquement l'un ou l'autre. Ce qu'on va regarder dans votre intérêt, c'est le prix FAI. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, il vaut mieux acheter à 200 000 euros si c'est une super affaire. Acheter à 200 000 euros qui inclut des frais d'agence éventuels que acheter à 220 000 euros sans frais d'agence. Moi, ce que j'essaie toujours de faire comprendre, qui est une logique d'investisseur, c'est de dire, regardez ce que ça vous coûte réellement par rapport au produit. Est-ce que vous faites une bonne ou une mauvaise affaire? Mais la logique de beaucoup de gens, même d'acheteurs classiques pour des résidences principales, qui n'a rien à voir avec nous, c'est de se dire, je ne veux pas payer de frais d'agence. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le français, et je ne le dis pas comme une insulte encore, se dit, le méchant agent immobilier, il est là, il prend une commission qui est élevée, etc. Il ne voit pas que l'agent immobilier, il n'est pas rémunéré chaque fois qu'il fait des visites, qu'il travaille et que ça ne va pas au bout, il gagne zéro. Et que effectivement, quand il fait la transaction, il gagne peut-être plus d'argent, mais il ne voit pas tout le travail qui est fait. Et souvent, les gens qui se plaignent, on fait même travailler des agents pour faire des estimations gratuitement. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est la mentalité, on va dire, française. Mais ce qui compte, moi, ce que je vous conseille, que vous passiez par nous, pas encore une fois, en tant qu'investisseur, c'est vraiment de regarder systématiquement combien ça vous coûte avec ou sans intermédiaire. Parce que si vous achetez une super affaire en rémunérant quelqu'un, c'est toujours mieux que d'acheter une mauvaise affaire en rémunérant personne. Voilà. On est bien d'accord. On va donner un peu de voix à nos lecteurs là. Donc, vu que des fois il y a des problèmes de micro, je vais donner la voix à pas mal de gens en même temps. Il y a Matt qui a réussi à activer son micro. Matt qui est quelqu'un d'assez actif puisqu'il a posé des questions à notre dernier webinaire, si je me trompe. Voilà, tout à fait. J'ai fait les 3 ou 4 derniers. Je suis en confinement à Dubaï, donc voilà, j'ai jamais fait de webinaire de ma vie parce que je n'avais pas le temps jusqu'à maintenant, et voilà, j'en profite. Et encore félicitations pour celui-ci, ils sont tous excellents, donc je les conseille tous. Et félicitations à Manuel aussi. Moi, j'ai fait également de l'immobilier, pas professionnel comme vous. J'ai commencé avec un studio avec des prêts étudiants à l'époque, dans les années 80. Justement, vous avez cité les taux à 12%. Voilà, bon, comme c'était un prêt étudiant, c'était mieux. Et voilà, donc, et puis après, j'ai fait ça dans pas mal de pays. Donc, je ne me suis pas concentré sur la France. Voilà. Alors, j'ai quelques questions à vous parce que justement, récemment, je me suis un petit peu plus reconcentré sur la France et c'est assez compliqué. Alors, vous avez dit avant, alors, enfin, le principal problème dans mon cas, c'est l'impôt sur la fortune, en fait. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai voulu acheter récemment en France, c'était impossible. J'ai contacté une dizaine de banques. Dans mon cas, je ne correspondais pas aux cases. Donc, j'ai laissé tomber.
Donc, mais effectivement, je me retrouve à ne pas pouvoir déduire le pourcentage des prêts bancaires. Alors, je viens d'avoir une idée en vous écoutant. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, est-ce que je peux faire une hypothèque et est-ce que les frais d'hypothèque vont me permettre de réduire la couverture, l'impôt sur la fortune immobilière ou pas? Alors, non. La première question, c'est pourquoi c'était parce que vous avez dit que c'est comme s'il y avait un lien entre le fait que ce soit compliqué d'investir en France pour vous avec la banque et l'IFI. Est-ce que les banques vous ont pas bloqué parce que vous aviez du patrimoine, j'imagine? Et encore Non, moins elles ne m'ont d'ailleurs. pas bloqué parce que j'ai du patrimoine. Je n'ai pas pu obtenir les prêts parce que je ne correspondais pas à leur case du tout. Hein. Pourtant, alors que j'ai un patrimoine et que j'ai aucun prêt ailleurs, en fait. Voilà. Ok. Bon, c'est peut-être parce que c'est un cas particulier hors Nous, on communauté a européenne. nous, J'habite à on Dubaï, a hein, des je suis clients à résident à Dubaï. Dubaï. On a beaucoup de clients à Dubaï. Hein. Ça fait partie des zones Voilà. où on a beaucoup de clients. On Voilà. a Suisse, UK, États-Unis, Dubaï, enfin, voilà, on a Singapour. Voilà. Ou alors c'était Pour répondre à peut-être, comme vous l'avez dit, un moment où les banques n'étaient pas prêtes forcément avaient moins de liberté pour faire des prêts, parce qu'il y a des vagues, comme vous l'avez dit. Hein, voilà. Alors, pour revenir à des questions précises, oui. Dans le cas, si on passe en LMP à plus de 23 000 euros par mois, il y a quand même un problème quand on fait le basculement du MLNP au LMP, c'est si on a un crédit d'impôt, on perd ce crédit d'impôt. C'est mon expérience. Je ne sais pas si vous l'avez confirmé. D'accord. Hein? Oui. Crédit d'impôt, qu'est-ce que vous appelez crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé d'impôt parce qu'il y avait des travaux et ainsi de suite, donc on a un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'on a eu plus de dépenses que de revenus. D'accord, ok, un déficit qui était reportable. Sur l'année suivante, comme vous l'avez dit, hein, vous dites ouais, vous ne bien payez sûr. pas les premières années, il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est pas Matt, voilà. Matt, on a pas mal de questions à répondre, donc je suis désolé, il va falloir qu'on continue. D'accord. Mais est-ce que je peux poser une question précise quand même alors, à ce moment-là, hein? Oui. Alors, si vous voulez qu'on ait… Voilà. Donc, je vais poser une question précise sur la partie LMP, par exemple. Est-ce qu'il y a parce que je pense que c'est quand même intéressant, enfin, excuse-moi, hein, Romain, je pense que ces développements est quand même assez intéressant. Ça peut également intéresser certaines personnes dans le développement. Hein. Mais tu m'interromps si je me trompe. Alors, dans le cas de l'IFI, donc on m'a dit hypothèque, ça ne marche pas, bon, ça c'est clair. Ensuite, quand on passe en LMP à plus de 23 000 euros, donc vous avez dit tout à l'heure, il faut s'inscrire au registre du commerce. Mais ce n'était pas clair. C'est fini ça. Non, je vais juste essayer de répondre pour que cette partie-là n'était pas claire, justement. Oui, bien sûr. Non, alors avant, il y a eu un gros changement en France qui a inquiété énormément les communautés d'investisseurs français ou même résidents français. Hein. C'est qu'en fait, avant, tout le monde était LMNP, globalement, parce qu'il fallait remplir les trois critères pour passer LMP. Donc, il fallait le faire volontairement, s'inscrire au RCS, au registre du commerce de société. Il fallait faire cette démarche de manière active. Et donc, les gens ne le faisaient pas parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être LMNP sur la partie revente. Donc, c'est pareil sur la partie revenu locatif, mais sur la revente, on paye un peu moins d'impôts. Bon, donc ça, c'est une chose. Il y a un critère qui a sauté, c'était le troisième critère du RCS. Les deux autres, c'est dépasser 23 000 euros. Et deuxième critère, c'est que les revenus de location meublée soient inférieurs à vos revenus du travail. Important. Vous, en tant que non-résident, c'est les revenus du travail en France. Vous n'en avez pas, parce que vous êtes non-résident. C'est pour cette raison-là que automatiquement, vous passez LMP. Parce qu'il n'y a plus que deux critères aujourd'hui, 23 000 euros et revenus du travail. Et c'est pour cette raison-là que moi, malgré le fait que j'ai un très gros patrimoine et que j'ai beaucoup de revenus locatifs, je suis toujours LMNP. Parce que j'ai certains de mes biens dont je vous ai parlé quand je dis que j'avais un gros patrimoine, certains sont dans des sociétés civiles à l'IS, donc ils ne rentrent pas dans le calcul. Je ne sais pas si je suis clair. C'est différentes cases d'impôts en fait. Pour répondre à votre question plus précisément sur l'IFI, qui nécessite une analyse, hein, je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas fiscaliste, mais je suis passionné, mais je ne suis pas fiscaliste. Et deux, il faudrait analyser. Mais en LMP, justement, loueur meublé professionnel, un des gros avantages, c'est que c'est hors IFI. Pourquoi? Parce que l'État dit vous êtes loueur meublé professionnel. Donc là, ça va être votre cas aujourd'hui si vous investissez, vous êtes à Dubaï et que vous avez plus de 23 000 euros de revenus locatifs. En France, automatiquement, vous allez être LMP. En étant LMP, eh bien, c'est du patrimoine qui est considéré comme professionnel. Et du patrimoine professionnel n'est pas soumis à l'IFI. Donc, ça nécessite de creuser, mais je vous dis que ça peut être intéressant pour vous dans votre cas précis. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je vous confirme que les crédits sont bien déductibles de la valeur de votre patrimoine pour le calcul, j'ai peut-être pas été clair, mais pour le calcul du patrimoine net, même si vous êtes non résident.
sauf si vous dépassez certains seuils de patrimoine très importants, au-delà de plusieurs millions d'euros de patrimoine net. On ne déduit plus la totalité au-delà de 5 millions de patrimoine net. Donc voilà, c'est des cas, enfin là, on s'éloigne un peu du sujet, quoi. Manuel, je te propose quelque chose. On a beaucoup de questions dans le Q&A. Donc, je vais redonner la parole en live après. Mais vu qu'il y a pas mal de gens qui ont des obligations professionnelles ou familiales, je vais prendre les questions les plus courtes et on va essayer de répondre par oui ou par non. Je sais que ce n'est pas possible, mais j'aimerais satisfaire le plus de personnes. Il y a encore plus de 150 personnes connectées sur Zoom. Donc, on va essayer de leur donner des réponses. On a un anonyme qui nous demande, est-ce possible de payer cash sans faire de prêt? C'est bien sûr possible et on a des clients qui le font. Moi, ça m'arrange, même chez Investissement Locatif, parce que ça facilite beaucoup les démarches notariales. Mais pour vous, sauf si vous ne pouvez pas emprunter, que vous voulez quand même faire de l'immobilier, ça reste intéressant. Mais si vous avez la possibilité par rapport à votre situation d'emprunter, ça reste à mon sens plus intéressant de faire un levier avec du crédit. Donc oui, c'est possible. Mais si vous avez la possibilité d'emprunter, je vous conseille plutôt, même si ce n'est pas dans mon intérêt parce que ça facilite d'acheter cash, ça facilite pour nous, c'est quand même plus intéressant pour vous, investisseurs, de faire un crédit. Ok. Loïc, vous allez tous recevoir les slides dans 24 heures par l'email automatique Zoom. Sinon, abonnez-vous à la newsletter de French Morning pour si vous êtes aux États-Unis, les États-Unis, Angleterre. Si vous êtes au Canada, c'est Maudit Français. Voilà. Je peux répondre à des questions que je vois ou pas parce que je vois le QR. Vas-y, mais n'oublie pas de dire le prénom de la personne pour qu'elle entende qu'on réponde à sa question. Alors, je vais répondre juste à Vincent qui me fait une remarque qui est pertinente. Merci. 12 000 euros de loyer annuel pour une propriété achetée 200 000, ce n'est pas le rapport actuellement dans les grandes villes comme Paris. 12 000 euros nécessite plutôt 400 ou 500 000 euros. En fait, c'est vraiment le point important. Vous avez tout à fait raison, Vincent, mais nous, on surperforme le marché. Pas parce qu'on est magicien, mais parce qu'on vous fait acheter des bonnes affaires et parce qu'on les loue plutôt cher du fait qu'il y a une rénovation, des travaux, etc. On arrive à faire mieux que le marché. Le marché à Paris, vous avez absolument raison, il est plutôt dans les 2-2,5% de rendement en moyenne aujourd'hui. Si vous achetez un bien tout seul, un bien au prix marché, que vous le mettez en location, vous allez peut-être même avoir moins que 2% de rendement. Mais grâce au fait qu'on chasse les bonnes affaires, qu'on sélectionne, c'est notre boulot, on fait que ça toute la journée. Donc nos chasseurs sont là sur le terrain. Et grâce au fait que vous créez de la valeur avec les travaux, avec la décoration coup de cœur, mais ça vous le verrez sur notre site, eh bien vous avez un meilleur rendement. Et aujourd'hui, pour 200 000 euros investis à Paris, si vous me parlez de Paris, on va plutôt être sur du 9 à 10 000 euros de revenus locatifs annuels. Pas 12 000, mais on va être jusqu'à 11 000 euros selon les quartiers perçus pour vous en loyer en fait. Après, ça va dépendre des villes où on est. Manuel, il y a plein de questions de gens qui demandent, est-ce que tu parles aussi du tourisme, Airbnb et tout ça, ou là où tu es plutôt sur du meublé? Non. Là, je ne parle que des rendements location meublée longue durée, pardon. C'est hyper important de préciser. Si vous le faites en location Airbnb, mais là, vous explosez vos rendements. Mais nous, on ne le propose pas, je ne gère pas de Airbnb et à titre personnel, je ne le fais pas. Je sais que ça peut être intéressant. Pourquoi j'ai jamais fait ça en termes perso dans ma stratégie? Parce que le Airbnb nécessite soit de déléguer à quelqu'un qui est un service de conciergerie qui est très bon. Il y en existe peut-être. Personnellement, je ne les utilise pas, je ne le fais pas. Soit ça nécessite de faire des check-in, des check-out, votre bien va s'user plus vite. À Paris ou dans les grandes villes françaises, ils font la chasse au Airbnb. C'est très compliqué. Donc moi, je ne le fais pas, je ne le conseille pas, je ne le gère pas, mais ça peut être intéressant. Après, il faudra juste que nous, on vous dresse tout l'appartement et que vous le confiez à une conciergerie. Il y a des gens, par exemple à Marseille, où c'est une ville où c'est encore possible de le faire, c'est pas encadré, qui nous ont fait faire des appartements et qui les ont délégués par eux-mêmes à des conciergeries spécialisées qui le font et qui ont d'excellents rendements. C'est possible. Quand je parle de rendement ou quand vous voyez les rendements sur notre site, c'est que de la location meublée longue durée, donc des baux de 1 an qui se renouvellent tout seuls 1 an par 1 an. Une question aussi assez différente de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu as une opinion sur le viager? Alors, viager, oui, alors pour être franc, c'est pas ma spécialité. Je veux pas m'improviser. J'aime bien parler de ce que je connais. Là, je commence tout juste à m'y intéresser. Fiscalement, c'est pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant selon moi. Il faut toujours regarder l'impact fiscal parce qu'en fait, ce qui est un petit peu spécial, c'est que si vous avez par exemple 10 000 euros de revenus locatifs, c'est bien. Mais si derrière, en fait, l'État vous fiscalise énormément, eh ben, il reste que 6 000. Donc, il faut le comparer à un investissement qui vous rapporterait à 6 000 euros avec zéro fiscalité. Le viager, ça peut être intéressant dans certains cas, mais je peux pas en parler là dans la conférence, ça serait trop long. Et en plus, c'est pas mon métier. Donc,
Donc, voilà. On a une question de Mathilde. Quels sont les critères pour recruter une bonne agence sur la gestion locative? Le critère, nous on le fait, la gestion locative, mais bon, il y a toujours en fait, par définition, je vais vous dire la vérité, c'est que par définition, l'agence de gestion locative ou le syndic a toujours mauvaise presse parce que chaque fois qu'elle vous appelle, c'est pour une mauvaise nouvelle. Quand vous êtes syndic dans un immeuble, c'est parce qu'il y a un problème sur quelque chose, il faut payer. Les gens sont jamais contents. Donc, le bon critère va être la réactivité. Surtout pour moi, la réactivité, la proximité. J'essaie d'éviter des agences qui sont uniquement en ligne parce qu'aujourd'hui, ça se fait, ça peut être intéressant, mais pour moi, l'immobilier, j'ai un peu une vision old school là-dessus, c'est quelque chose de terrain. Si quelqu'un me dit je vais te vendre un investissement immobilier à l'autre bout de la France et qu'il n'est pas implanté, mais il faut fuir parce qu'il va trouver des annonces sur le Bon Coin, etc., essayer de piloter à distance. Mais nous, nos équipes, on a des bureaux dans les villes où on intervient ou alors on a des équipes locales. Mais comme j'aime bien le dire régulièrement à des gens qui me posent la question, à Lille, on a des gens locaux qui ont l'accent du Nord. Quand j'y vais, je bois des bières, je mange du maroilles avec eux, donc je suis content. Quand je vais à Marseille avec mes équipes marseillaises, ils ont l'accent du Sud. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la proximité. Quelqu'un qui doit gérer votre bien demain doit être sur place. Il doit être sur place, il doit être réactif. Et voilà. Et après, il y a une question de taux que vous pouvez comparer, etc. Mais c'est les 2 premiers critères les plus importants pour moi. Ok. Bon, on a des questions qui tombent en permanence. Je vais mettre un hard stop dans 4 minutes, puisque c'est la règle. On donne toujours une fin à nos webinaires. Sinon, je pense qu'on pourrait durer encore toute la journée. La demande meublée est toujours aussi forte sur Paris, ça va? Alors là, il y a quand même une situation, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé ce soir, on aurait pu, la journée si vous me regardez le matin, mais on ne l'a pas abordé, mais il y a l'effet de la crise, on ne l'a pas abordé. Je ne l'ai pas abordé volontairement parce qu'on a été confinés en France, vous avez peut-être suivi ça, mais on a été confinés jusqu'au 11 mai. On n'a pas vu de grosses variations sur le marché, tout a été bloqué complètement pendant 2 mois quand même, il faut le dire, sur le marché immobilier parce que les gens ne pouvaient plus faire de visite, donc on était un peu dans une psychose. Là, ça se détend. Je ne dis pas que c'est bien, je ne porte pas de jugement de valeur, hein. Je sais que beaucoup de gens souffrent de ce qui se passe, mais ça se détend. Les affaires reprennent, l'immobilier se relance, entre autres, hein, pour parler de ce qu'on connaît. En revanche, il y a eu un vrai impact qui est toujours d'actualité. C'est que beaucoup d'universités, grandes écoles, facultés, en fait, ont fermé définitivement pour l'année et reprennent en septembre. Donc, on a un peu moins de tension locative, même dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiants sont partis. Donc, ça, c'est une réalité, mais ça, c'est ponctuel. C'est-à-dire que les gens vont recommencer, on connaît les cycles, hein, puisqu'on gère 800 lots actuellement en gestion pure pour le compte de nos clients. Donc, on connaît les cycles et la demande locative est toujours là dans les grandes villes quand même si elle s'est calmée. Donc, oui, il y a toujours de la demande en meublé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suis un peu passionné, comme vous le voyez, donc très bien. Je m'emporte. Pour clôturer, j'ai donné la parole à Michel, Raphaël et Aline. Donc, si vous arrivez à activer vos micros, n'hésitez pas à poser votre question. Je vois qu'Aline a réussi, je crois. Non. Aline a baissé sa main, donc elle ne veut plus poser de questions. OK. Si un des 3 arrive à activer son micro, allez-y, vous pouvez poser une question. Et ok, il y a Selma qui dit « J'ai pris un rendez-vous téléphonique sur votre site internet pour ce vendredi matin. » Top. Génial. N'hésitez pas. Oui, donc on peut peut-être remettre le lien pour ceux qui veulent éventuellement prendre des rendez-vous. Voilà, peut-être qu'on peut remettre le lien, vous l'aurez dans la présentation. Moi, je tiens à vous remercier. Vous êtes encore 142, donc merci beaucoup. C'est énorme. J'en attendais pas tant, Romain. J'espère avoir essayé de simplifier. Je sais que parfois la partie fiscalité est un peu complexe. Et puis surtout, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement d'exceptions à l'exception à l'exception. Donc, quand on me parle de cas particuliers, c'est compliqué. Mais vraiment, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Investissement locatif. Dessus, on parle de plein de sujets. Il y a l'intervention de 2 heures avec un expert comptable. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, vous avez plein de moyens de le faire sur notre site investissement-locatif.com. Prendre un rendez-vous si vous voulez de l'info. On va vous envoyer la plaquette sur notre chaîne YouTube. Voilà, on est assez visible. Et comme vous le verrez, je pense que vous vous en rendrez compte, on est vraiment passionné par le sujet. Donc, si je peux aider, répondre à des questions, je le fais avec grand plaisir. Ce sera le mot de la fin. Ouais, donc vous aurez les contacts, hein, comme d'habitude. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours m'écrire. rpoirot@frenchmorning.com. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn si jamais. Si vous voulez proposer des sujets de webinaire, n'hésitez pas à me contacter aussi. Mais vous retrouverez le replay d'aujourd'hui sur le Facebook de French Morning Maudit Français dès à présent.
dès qu'on raccroche, le live est disponible en replay. Ce sera aussi dans la newsletter, l'infolettre de Maudit Français et aussi dans l'email automatique de Zoom avec les contacts de Manuel qui part exactement dans 24 heures. Voilà, j'ai plus qu'à te remercier, Manu. Franchement, tu as géré. Il y avait beaucoup de questions, donc c'est top. Il y en a encore plein. Je répondrai au maximum. Hein. Si tu peux même me transférer des questions plus tard, je ne sais pas comment ça marche. Je vais exporter le Q&A. Je vais te l'envoyer par email. Donc, je m'engage auprès d'Emmanuel, enfin de vous en tout cas, tous. C'est que Manu va répondre à toutes les questions. Ce ne sera peut-être pas lui, mais ce sera quelqu'un de son équipe. On va faire le max. Il y a 91 questions. Là, et on promet une réponse sous 7 jours. C'est pas mal. Ok, génial. Merci à tous. Ces équipes, je sais qu'elles sont exceptionnelles. Donc, voilà, défi relevé. Je peux juste te mettre le mot de la fin. Si vous passez en France, à Paris par exemple, n'hésitez pas à venir nous voir. On a plusieurs bureaux à Paris et on aime bien aussi recevoir les clients pour montrer ce qu'on fait. Il y a des bureaux avec les architectes qui travaillent. C'est assez génial. Moi, j'adore recevoir les gens. Et voilà. Donc, quand vous passez, n'hésitez pas à passer prendre un café, bien sûr en nous prévenant parce que c'est plutôt sur rendez-vous et ça sera avec grand plaisir qu'on vous donnera de l'info. Tu peux nous rappeler les arrondissements où tu as des bureaux et peut-être les autres villes de France où tu peux recevoir des gens, où ton équipe peut recevoir des gens? Bien sûr, on a des bureaux à Lille, à Lyon, on est en train d'ouvrir les bureaux à Marseille, on a des bureaux, donc j'ai dit Lille, Lyon, Marseille, on a des bureaux dans le 77 à Melun, on a des bureaux à Paris, donc plutôt dans l'Est parisien, puisque nous, on est dans le 11e, on a acheté plusieurs bureaux, on en a 5 bureaux et on reçoit dans 2 notamment. Voilà, donc on a toutes ces villes et après on a d'autres projets pour cette année, mais on est aussi présent avec des équipes dans les autres villes que vous voyez sur le site, pas forcément avec des bureaux physiques. Alors parfois on loue des bureaux, mais on ne reçoit pas de public en fait, tout simplement. Super. Merci encore, merci à tous et bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. À bientôt sur French Morning. À bientôt, merci.